Il va armer la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Radio Diagonale pour un nouveau Club Mounegou, votre nouveau rendez-vous du lundi soir. Donc on va évidemment aujourd'hui revenir sur la rencontre, la victoire contre Marseille. On va aussi faire un focus sur Lukas Hradecky. On va s'interroger sur évidemment l'avenir avec Hradecky. Peut-être que sa performance contre Marseille aura peut-être donné aussi quelques réponses. On va aussi revenir sur Alexander Golovin qui a détruit l'arbitrage français dans une interview donnée à un média russe. Et puis on fera un petit focus évidemment aussi sur le Paris FC, donc le prochain rendez-vous. Donc pour tout ce programme, il y aura Flo qui revient parmi nous. Je ne vais pas dire d'entre les bords, mais pas quand même. Ouais, bah, c'est ça. Problème de santé qui a fait que j'étais absent beaucoup cette année. Désolé pour ça, mais content d'être avec vous. Et puis Patrice également est là. Salut. Voilà. Donc l'essentiel, c'est que nous ayons tous en bonne santé. Voilà. On salue aussi bien sûr tous ceux qui sont présents sur le chat. Bonsoir à tous, aux habituels. Bonsoir également à David qui s'est abonné à notre Twitch. Merci à toi. Bonsoir également aussi à Tillmans Rist. Bah ça je le connais lui. Ça c'est un pseudo que je connais de Twitter ça. On a également Koutouzouf qui est là, donc bienvenue à tous ceux qui sont là. F4, Decma 16 aussi, habitué. Salossin, salut Salossin, merci pour ce renouvellement d'abonnement à toi. Adrien qui est là aussi parmi nous. Donc voilà, il y a une belle, la fine équipe pour débuter cette émission, messieurs. Alors, forcément, on va revenir sur le match contre Marseille, match ô combien capital. Mais j'avais quand même envie de commencer un petit peu par... parce que c'est un match à enjeu, c'est un match avec forcément beaucoup de tension. Les matchs contre l'OM, c'est toujours des matchs où on est quand même... on se retrouve face à on se retrouve face à un rival, vraiment. Donc une équipe qui nous fait jamais de cadeaux. Donc des matchs tendus, il y en a eu dans le passé, messieurs. J'avais envie de savoir si vous aviez déjà, avant de commencer de parler de ce match-là, est-ce que vous aviez retenu par le passé, est-ce qu'il y avait un match qui avait retenu votre attention en particulier, qui vous a marqué, que vous aviez vu, peut-être du stade ou quoi, ou un scénario qui vous a rendu un peu fou. Pat, par exemple. Ouais, alors c'est pas un match serré du tout là par contre pour moi, mais bon quand je pense à Monaco-Marseille, je pense toujours au 6-1, la déculottée qu'on a pu leur mettre ce jour-là, avec le pauvre Valère Germain qui se retrouve dans l'équipe d'en face et qui se demande si vraiment il a bien fait d'aller dans ce club-là. Clairement, donc, en plus c'est une leçon qu'on a mis à Rudy Garcia qui a tenté une compo toute étrange avec un homme à vie sur le côté et tout, et on les a vraiment fait ces jours-là, donc c'est un match qui m'a bien marqué en tout cas. Il y a pas un Brésilien en défense centrale là, je sais plus, à Marseille, un mec, j'aurais pu le dire par contre. c'était pas Doria ou je crois, ou un truc comme ça là qui était non, c'était peut-être potentiellement, ça a l'air d'être la bonne période pour Doria, ouais. Ça vraiment, ouais, on n'est pas spécialiste de l'OM, donc non. Non, mais je crois que c'était ça avait beaucoup fait parler. Flo, t'avais un souvenir en particulier d'un Monaco-Marseille qui te revient en mémoire là? Bah oui, moi c'est le début de mon supporterisme. Sympa Adrien pour dire qui se souvient de Flo. Ça va, c'est pas comme si ça fait des milliards d'années que j'étais pas là, salopard. Voilà, ça c'était le petit message pour le chat et pour Adrien. Et c'est le 91, la finale de Coupe de France, évidemment le but de Franck Passy au derniers instants. J'arrête pas de dire Franck. En tout cas, Gérald, un des deux Passy. Je sais que c'est Gérald, mais à chaque fois je dis Franck. Mais en tout cas, donc moi c'est un de mes premiers souvenirs de supporter de la SM et souvenirs glorieux. Et puis ce que je vous disais aussi en off, c'est que dans les années 90, c'était quand même le summum de la rivalité Monaco-Marseille. On n'a pas eu de rivalité, même pas proche de ce qu'elle était dans les années 90. Et on faisait toujours 2-2 au Louis II, enfin très souvent 2-2. Et c'était souvent des très très beaux matchs. Donc c'est quand même souvent des beaux matchs. Hein, il y avait souvent des
matchs nuls, cela dit, à une période des Mm. années 90, ce qui montrait aussi que voilà, c'était des équipes avec un niveau assez relevé, quoi, donc qui se Ah tenaient un ouais. petit peu en respect très souvent. Moi, c'était un autre match. Alors, pour le coup, je me souviens plus vraiment de l'année, mais c'est parce que c'était un match auquel j'avais assisté. Et en fait, c'était parce que j'avais fait le déplacement avec mon club de foot du Rapide de Menton. Voilà, donc anecdote. Et en fait, on avait fait. Déjà, je me souvenais c'était l'ambiance. C'est les ambiances autour du stade Louis II qui étaient assez pesantes, mine de rien, qui étaient assez électriques. Donc c'est vrai que ça, quand t'es enfant, voilà, ça marque. Et surtout qu'en fait, ce jour-là, j'étais sorti du stade plus tôt parce que j'avais envie de vomir. Voilà. Donc, un des parents m'avait accompagné. Pourquoi? Voilà, c'est l'anecdote. On avait fait un partout aussi. Voilà, mais j'avais raté la fin du match. Ce qui me permet d'ailleurs de dire, effectivement, j'ai été malade il y a 2 semaines après après mon aventure dans un bouchon lyonnais. J'ai lu un commentaire, on me disait les bouchons lyonnais, faut se méfier. Moi, j'ai quand même, voilà, c'est une bonne adresse normalement, donc voilà, je suis très confiant sur cette adresse où je vais. Mais voilà, je sais que ça a fait réagir le fait d'avoir aussi été un petit peu malade. Ça a fait rire, mais voilà. Parce que- Sono. je- Donc l'art de mêler 2 anecdotes en une seule intervention. Je pense que les puristes apprécieront. Bon, en tout cas, messieurs, donc ce match contre Marseille, Monaco irrésistible, Monaco qui enchaîne une 7e victoire d'affilée en Ligue 1. Donc voilà, c'est quand même une série qui est incroyable, qui se poursuit. Ce qu'on peut noter d'ailleurs, Patrice, c'est quand même de remarquer qu'on a sur cette série-là, on a quand même battu plein de gros, quoi. Là, on fait Marseille, on a eu Paris, on a eu Lens, on a eu Lyon. Enfin, on a quasiment battu que des gros, quoi. Même Rennes, je crois que c'est encore dans la série, non? Mhm. Il me semble aussi. Hein. Non, franchement, Ouais, Brest peut-être, aussi, ouais. qui reste une équipe qui jouait la Coupe d'Europe encore au moment où on les a rencontrés. Non, c'est vraiment une très très grosse série, quoi, coupée par les matchs de Ligue des Champions en plus. Donc on a vraiment enchaîné des très très gros matchs les uns à la suite des autres. Et au final, on les a tous fait tomber, quoi. Parce que du coup, ce qui nous a permis quand même de passer de la 10e à la 5e place maintenant et d'être à peine à 1 point de la 3e place qui est l'objectif du club quand même. Alors que clairement, début février, on y croit, mais pas une seconde, que l'objectif il est atteignable. Alors, c'est clair que là, enfin, je me souviens, hein, c'était quoi? C'était 14 points de retard sur Marseille à un moment donné. Voilà, aujourd'hui, on est à égalité, donc c'est complètement fou d'avoir été capable d'inverser à ce point la tendance. Mine de rien, est-ce que Monaco avait pas plus à perdre que Marseille, Flo, sur ce match-là? Ah bah clairement, c'était la dernière étape, hein. C'était la fameuse le fameux tableau avec Dieu et je sais plus qui se touche le doigt. On était à ça. Si jamais tu rates ce match, C'est le plafond de la chapelle Sixtine, ça. Exact. Michel-Ange, je vous incite tous à aller voir ce truc-là qui est juste incroyable. Mais Ouais. oui, donc Alors, l'expérience sera pas ouf, par on contre. perd. Non, parce qu'il y a Tu veux tellement de vraiment monde. aller dans les Ouais. anecdotes. Aujourd'hui, c'est spécial anecdote aujourd'hui. Mais non, mais donc tu perds, le gap est conséquent et tu gagnes, tu rentres dans l'équipe, quoi, dans l'équipe des 4-5, des 5, si on prend Rennes encore, qui sont là pour cette 3e place de Ligue des Champions. Donc c'était évidemment crucial. Et comme on l'a dit, alors Rennes, c'est juste avant la série, techniquement pas, parce qu'on fait 0-0, je crois, après à Nice, et on démarre la série après. Ah Mais oui, voilà. oui. franchement, dans l'esprit, ça fait partie de la série. Et effectivement, on tape des gros, et on peut en parler sur un peu la gueule qu'avait ce match, mais il y a des raisons, je pense, pour lesquelles on tape des gros. Il y a des raisons de calendrier pour eux, on l'a vu pour Lyon notamment, et il y a des raisons aussi de notre style de jeu versus leur style de jeu. Et je pense que ça nous correspond bien, surtout à ce stade de l'année où je crois qu'on a un vrai dessus physique sur la plupart des équipes. Moi, c'est vraiment ça que je vois en premier lieu. Tu regardes une équipe de Marseille qui, honnêtement,
techniquement et au-dessus, notamment dans leurs éléments offensifs. Ils ont la capacité de percuter, ils ont la capacité de créer, ils ont la capacité de dribbler, de jouer à la fois en contre et sur attaque placée. Nous, on est un peu plus mono-cellulaire, on va dire, dans notre offensive, mais on a un dessus physique qui fait qu'on impose et qui fait qu'on finit par un peu les essouffler, quoi. Mais c'est raccord avec ce que dit Pocognoli. Alors lui, il dit d'abord ce qui a changé, c'est l'état d'esprit. Patrice, je sais pas si tu as vu l'interview qu'il a donnée à Ligue 1 Plus avant le match. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le voir passer. Mais voilà, il dit d'abord ce qui change en premier lieu, c'est l'état d'esprit. Parce que c'est voilà, la capacité des joueurs à croire en une chose ensemble, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble, et que tout ça amène plus de cohérence globale. Mais c'est aussi la question physique. Et il dit quand on est mentalement et physiquement en forme, en termes de qualité, on peut battre n'importe quelle équipe aujourd'hui. Donc, mais après, c'est aussi d'essayer de leur montrer que c'est possible et de leur permettre de croire que c'est possible, justement. Donc c'est beaucoup cette question-là, mais je suis d'accord je te rejoins sur la question physique. C'est que, et d'ailleurs il en reparle aussi, il a encore mis un petit taquet à notre ami à 18h à ce sujet. C'est-à-dire finalement, il dit quand j'arrive, pour faire aussi tout ça, il faut une base. Et quand j'arrive, il n'y a pas cette base. Donc il a fallu travailler sur ses fondations, même quand ça allait mal, même dans la mauvaise période, il fallait continuer à être capable de travailler ça, quoi. Ah, mais il a repris complètement le physique, hein, ça se voit, de toute façon. C'est pour ça aussi qu'on décidait dans le dur passer à un moment donné. Du coup, il a dû reprendre une prépa physique en cours de saison pour en arriver là maintenant à avoir des joueurs qui sont quand même vraiment au taquet, à une période où les autres commencent plutôt justement à s'affaiblir, à avoir du mal physiquement, quoi. Et ça permet une fraîcheur. Un gars comme Balogun, c'est un gars qui, avant tout, alors il va nous prouver sur le but qu'il met aujourd'hui qu'il a un peu plus que juste du physique et je frappe le plus fort que je peux dans la cage. Mais cette lucidité, il l'a, je pense, parce qu'il a une base justement physique. Et il est capable de faire ces gestes-là. Voilà, on le voyait il y a vraiment très peu de temps, faire des 1 contre 1 contre des gardiens, tirer à 10 mètres au-dessus des cages. Donc il y a cette lucidité-là qui fait que dans le dernier geste, tu as encore cette capacité à faire quelque chose de fin, de bien ciblé et tout ça. Et voilà, bon, on parle du lien entre le psychique et le physique, mais il y a aussi un lien entre le physique et le technique. Si tu as suffisamment de bagage physique, tu as plus de lucidité, plus de capacité pour finir les actions, pour avoir ce genre de toucher-là. Mais ça, c'est en plus, ça correspondait à, je sais plus qui était consultant, est-ce que c'était Chérou sur ce match-là? Oui, entre autres. Oui, c'était Chérou. Et il le dit en fait, être capable de faire ce geste à la 75e, c'est ça aussi qui est fort. C'est ça, à la fin d'une course, à la 75e, avec tous les efforts qu'il a fournis avant, avoir la lucidité de faire ça. Mais là aussi, et c'est aussi intéressant, c'est de parler de l'apport peut-être de Miralas, aussi, de Pocognoli, parce que visiblement, il y a eu beaucoup de travail technique qui a été fait avec Balogun, notamment apparemment de ce que disait Pocognoli sur la reprise d'appui. Voilà, parce qu'il disait il y a des contrôles un peu laxistes, contrôle américain dirons-nous aujourd'hui, nous de notre côté, des contrôles avec des rebonds, etc. Donc voilà, souvent des choses qui n'étaient pas précises, etc. Donc visiblement il y a eu de l'ordre qui a été remis là-dedans en fin de compte. On voit les effets, hein. Il dit aussi pas mal de travail sur le jeu au pied aussi. Et ça se voit parce que depuis quand même quelques temps, ses frappes sont largement meilleures, quoi. Comme tu disais, Flo, on n'a plus ces frappes qui mettent 10 mètres au-dessus. Maintenant, la plupart, elles sont très dangereuses. Elles rasent les poteaux ou elles sont cadrées, quoi. Et tu vois, clairement qu'il y a eu du travail. Et vu à chaque fois qu'il met un but et tout, il court vers le banc de touche, vers son coach ou vers Miralas. Clairement, tu sens qu'il y a une liaison qui s'est faite entre eux et qu'il y a énormément de travail qui a été fait en amont pour en arriver là maintenant, quoi. Là, il est sur
Il match 6 buts, quoi, quand même, en Ligue 1. Ce qui est assez rigolo parce que on était quand même tous les premiers à dire ouais, bon, enfin Miralas, gentil Miralas, mais bon, ça a jamais été non plus un grand attaquant. Enfin, je veux dire, en termes de référence, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas un CV hyper sexy, hein, Miralas, tu vois. Je veux dire, c'était un attaquant correct de Ligue 1, mais c'était pas non plus un mec qui plantait énormément. Mais bon, force est de constater que il a fait déjà il a déjà obtenu des bons résultats avec les attaquants de l'Union Saint-Gilloise l'an dernier. Ça se répète encore cette année. Donc, quelque part, c'est que alors, peut-être dans l'analyse, etc., dans le détail qu'il peut apporter à certaines choses et dans la correction qu'il peut apporter, bah, justement, voilà, visiblement, il a l'air d'avoir quelque chose qui marche très bien avec lui. Donc, tant mieux. Ça, c'est top. Plus qu'à remettre direct les cannes à l'endroit aussi maintenant. Mais... Ouais, effectivement. Après, on ouais. l'a beaucoup Pourquoi critiqué, Miralas, parce que sur les débuts, quand il arrive, les débuts jusqu'au même quasiment au mois de décembre, justement, on a l'impression que ça s'empire, quoi, que nos attaquants n'arrivent plus à mettre une frappe cadrée, quoi. Entre Balogun et Minamino, à chaque fois qu'ils étaient face au cage et qu'il y avait une superbe opportunité, le nombre de fois qu'ils nous ont mis des ballons à côté, et on n'arrêtait pas de dire, mais il sert à quoi Miralas là il a empiré nos attaquants depuis qu'il est là, quoi. Et c'est vrai que là, depuis quelques temps, là, on voit clairement tout le travail qui a été fait, quoi. Mais il y a aussi voilà, C'est- beaucoup une question de confiance, forcément. Et, Ah bah, ça c'est ce semblait qu'on a quand tout le même. temps. C'est un peu incroyable. Alors, moi, j'aime pas trop l'entraîneur qui parle des entraîneurs passés en disant ouais, ils ont rien fait depuis que je suis arrivé, tout va mieux. Mais, mais, euh, mais c'est quand même dingue. On a quand même allez, un voire deux attaquants phares, hein, voire deux. Donc la Biérette qu'on attend maintenant depuis qu'il marchait sur l'eau après être arrivé. Et de dire, ah ben nous, on s'est concentré sur ces gars-là pour qu'ils aient un meilleur contrôle, des meilleures frappes de but. C'est quand même dingue. Mais je pense que c'est réel, c'est-à-dire que je pense que il n'y a peut-être pas eu suffisamment de travail individuel sur ces gars-là qui avaient des carences. Et ce que tu dis, Pat, c'est probablement il faut repenser la manière dont ta posture, ta gestuelle et tout ça. Donc il y a un moment où ça va être difficile pour toi de repenser tout ça, tes appuis, tout ça. Et après, parce que ça se voyait dans le jeu de Balogun, il y avait un souci technique important. Bon, Biarritz, je sais pas ce qu'il faut faire, je crois, quand on voit l'occasion qui se tape à la fin du match, où là, on se dit, bon, bah là, c'est son truc. Passe en retrait, t'as plus qu'à la pousser au fond et qu'il arrive Ouais, à ne pas être dessus. mais Le là, problème, il est ouais. pas sur le terrain pour Biarritz. Tu sens que c'est aussi le Ouais, manque de ouais. confiance. Je pense qu'il fait qu'il lui manque pas grand-chose parce que les qualités de finisseur, il les a. Ça, c'est pas. Pour le coup, il y est pas loin. Donc, ça se joue à pas grand-chose. Ça, c'est vraiment une question de réglage, de détail aussi, je pense, de confiance. C'est un petit mélange qui fait que, bon, bah, en ce moment, pour lui, cette saison, elle tourne un peu, je vais pas dire au cauchemar non plus, mais enfin, on n'est pas loin quand même de la. Voilà, c'est quand même pas terrible. Et c'est tout un ensemble de choses, à mon avis, qui fait que là, il est pas au rendez-vous. Mais des buts comme ça, je suis pas trop inquiet. Les qualités pour les mettre, c'est pour la finition. Elle y est, ça. Donc, il y a pas, pour moi, je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Balogun pour l'instant, jusqu'à présent, beaucoup moins du match, mais c'est vrai, voilà, parce que c'est vrai que ce but que met Balogun, finalement, c'est aussi quand même un peu un des grands moments de cette saison, presque, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vrai qu'il a quand même été salué par beaucoup de gens. Alors, beaucoup à parler de moments de grâce, de moments suspendus, de coups de génie. Enfin, voilà, poésie en mouvement aussi, le club a écrit sur son compte. Voilà. Donc, c'est clair que c'est un but qui est splendide et qu'on a tous adoré. Je pense qu'on n'était pas loin de se rappeler un peu celui peut-être de Falcao contre Manchester City, même si c'est pas tout à fait le même non plus, hein, mais Très proche, franchement. Mais ouais, ça a forcément cette larme, venu parce que c'est un lob, mais ça peut préparer vraiment décalé et tout, au bout d'une course. Donc forcément, oui. Même si ce but, il est au mois d'avril, je pense que grâce à ce but-là, il va aller choper le titre de meilleur joueur du mois de mars. Mm. Dans la tête des gens qui ne sont pas forcément les supporters de Monaco et qui vont pas, Ouais. exactement en tête la différence entre Akliouche Je suis et d'accord. Balogun. Clairement, le fait que Balogun là soit sur tous les fils d'actualité avec ce but-là, ça va forcément rentrer dans Je les suis têtes. d'accord. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que, messieurs, on se fait pas une petite intervention merci. Est-ce qu'on se fait pas une petite intervention arc républicain
Est-ce qu'on fait une consigne de vote? Est-ce qu'on essaie d'influencer l'opinion pour savoir qui voter? Non, parce que c'est vrai que il y a un Thauvin qui fait aussi un très beau mois de mars avec 3 buts et 3 passes D. Donc c'est forcément Lens aussi, c'est un club qui a une certaine cote de sympathie par rapport à ce qu'il réalise aussi cette saison. Thauvin, c'est quand même médiatiquement, c'est quand même un personnage voilà, qui a plutôt bonne presse aussi, je pense, d'une manière générale, même s'il il a été Marseillais, donc pas chez tout le monde non plus. Mais nous, notre ennemi, entre guillemets, c'est d'avoir 2 joueurs sélectionnés sur ce trophée UNFP. Est-ce qu'on ne dirait pas justement de voter plutôt pour un mec, voilà, essayer de donner une consigne de vote, essayer de regrouper un peu les votes pour qu'il y en ait au moins des deux qui gagnent et pas se retrouver le bec dans l'eau. Bah, tu vois, hier, c'est ce Après- que je voulais faire dans l'après-midi, quoi, pour dire de voter justement pour Aïklouche, parce que c'est celui qui aurait normalement le plus de voix faciles des non monégasques, étant donné que bon, il a un le français qui sortait en plus de la sélection, il avait fait des merveilles. Donc clairement, c'est plus lui qui allait être mis en avant que Balogun, quoi. Clairement, c'est complètement inversé. Donc, non, C'est là, vrai que ce pour but-là, moi, il faut ouais. voter Balogun, c'est lui qui a le plus de chances de récupérer des votes hors monégasque. Puis par rapport aussi au mois de février qu'il avait fait, où il avait déjà été nommé, mais il n'avait pas gagné. C'est vrai que je me dis, bon, moi j'aurais tendance à dire de plutôt voter Balogun. Bah oui. Puis après, qui en a besoin entre les deux aussi? Qu'est-ce qui nous bénéficierait le plus et qu'est-ce qui bénéficierait le plus à l'équipe? Je pense que ça va. À Cliouche, c'est bon, les projecteurs, ils sont là depuis un petit bout de temps. Ouais. Donc mettre un petit coup de pro sur Balogun et lui dire c'est bien ce que tu fais ces temps-ci, gamin, c'est quand même la bonne idée, quoi. Ouais, puis bon, c'est vrai que après c'est un joueur qui risque potentiellement de partir, donc voilà, c'est vrai que ce genre d'action met aussi encore un peu plus les projecteurs sur lui. Le trophée UNFP, ça lui changera pas la vie, mais c'est vrai que je trouve que finalement, je trouve que aussi par rapport à ses progrès, c'est bien, même si c'est pas forcément le but de cette distinction, mais je trouve que c'est bien de récompenser aussi justement ses progrès qu'il affiche depuis quelques mois maintenant. Donc voilà, je pense que Ouais. personnellement, moi, je crois que le match, même si encore une fois, c'est pas forcément sur ce match-là que ça doit se décider, mais je pense que ce match-là me déciderait plutôt à voter Balogun. Ouais. En tout cas, il serait peut-être temps d'en parler de ce match quand même, un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que j'ai vu beaucoup d'analyses assez différentes, ou match plutôt, en lisant un peu à droite à gauche, match plutôt ennuyeux, pas hyper passionnant. Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir vécu un autre match que ce qui est décrit. Alors David, par exemple, nous dit: j'ai pas aimé le match hier, j'ai trouvé qu'on s'est mis au niveau de l'OM, on a attendu les bonnes opportunités, on n'a pas été assez dangereux en première période. Et après, on est au-dessus de l'OM de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Pour moi, c'est le match le plus compliqué qu'on a eu sur les 7 victoires qu'on a eues. On a vraiment mal que Marseille nous a vraiment mis à mal. Offensivement, déjà, ils ont pris la possession et ils sont créés quand même pas mal d'occasions. Et s'ils ont des meilleurs finisseurs, typiquement, s'il y a Greenwood, je pense que le résultat n'est pas du tout le même. Ça, c'est aussi un point. Même si on a très bien défendu, hein, nos défenseurs ont quand même très bien joué. Notre gardien nous fait des merveilles aussi. Mais je trouve que ça a été compliqué. La première mi-temps, je trouve qu'on n'est pas assez dangereux et qu'on leur laisse beaucoup trop de ballons, même s'ils n'ont pas beaucoup d'occasions sur cette première mi-temps, quoi. Et heureusement que sur la deuxième mi-temps, un peu comme pour Lyon, on est revenu avec de meilleures intentions, on a réenclenché le pressing, on a rejoué haut, on a essayé à récupérer des ballons, à être beaucoup plus dangereux. C'est grâce à ça qu'on marque aussi, hein. Mais comme contre Lyon, encore en fin de match, on leur a laissé complètement le jeu, quoi. Et on fait encore pas loin de se faire encore doucher, de se faire égaliser. Déjà contre Lyon, ça avait été juste. Et le pire, c'est qu'à chaque fois, tu as des occasions de pouvoir vraiment prendre le large, mettre ce troisième but. Et tu auras des énormes occasions, quoi, sur ce match aussi. C'est Adingra et Biarritz qui te ratent des immanquables. Donc on joue avec le feu, je trouve, là, un peu ces temps-ci, sur les fins de match. Ouais, après, c'est le but, hein, aussi qui les relance complètement sur la fin de match, hein. Et oui, clairement, on a serré les fesses en fin de partie, ça je suis d'accord. Salosa me dit que Lens était plus compliqué que Marseille. Donc, sur le scénario, Ouais, parce que Lens, c'est mal embarqué. tu sors de n'importe où, quoi. Lens, tu penses pas le gagner du tout, ce match. Et c'est en 10 minutes que tu renverses tout. C'est vrai. Et genre, je trouve qu'on a pu tout faire. Alors que contre Lens, en fait, tu t'y croyais pas, quoi. C'est juste d'un coup, t'as un miracle qui se produit. Alors que contre Marseille, tout du long, tu te dis, ça va être dur là d'y arriver quand même. Tu vois, contrairement à Lyon, on perdait 1-0 à la mi-temps, comme je l'avais dit dans le débrief, quoi. Je n'étais pas inquiet à la mi-temps. Pour moi, on allait le faire sur la deuxième mi-temps.
Alors que contre Marseille, je me disais, putain, ça va être compliqué Bah, quand même d'aller mettre le but. moi je trouve que justement sur le contenu, la première période de Lyon m'inquiétait plus que celle contre Marseille par exemple. Et je t'avoue qu'au moment où je regarde le match, enfin au moment de la mi-temps, si Lyon n'a pas une grosse baisse, je pense physique, Ouais, parce que c'est c'est ça. aussi beaucoup pour ça que ça s'est joué, je pense. Je suis plus inquiet sur le match de Lyon du fait d'être mené en plus, de devoir revenir au score. Et je suis à me dire qu'un partout, ce sera déjà un bon résultat. Tu vois, donc, alors que contre Ah, mais Marseille, c'est un contre peu Lyon, différent, surtout double score. contre Lyon, tu sais que physiquement, ils vont craquer. Parce qu'ils ont joué déjà 2 matchs de plus que toi avec la Coupe d'Europe sur les 15 jours qui ont suivi. Et que leurs joueurs phares, ils viennent juste d'en venir de blessure et qu'ils n'ont pas plus de 60 minutes dans les jambes. C'est pas Morera ou Soulke Ouais. ou même Fofana qui est sur le banc qui va rentrer. Quoi. Tu sais que physiquement, ils vont craquer et que justement, c'est là où toi, tu es fort physiquement sur les deuxièmes mi-temps où tu fais très mal sur ton pressing. Mm. C'est pour ça que j'étais pas trop inquiet, contrairement à Marseille où je trouvais que sur la première mi-temps, on avait vraiment du mal sur le pressing à récupérer des ballons. Et chaque fois qu'on avait des ballons, on n'en faisait pas grand-chose. Quoi. Genre, à chaque fois, tu manquais vraiment sur la finition, la dernière passe et tout. Tu n'arrivais pas à être dangereux, à te créer l'action. Ouais. Pour moi, il y a quatre temps. Tu as un premier temps où on est un peu. C'est un peu à toi, à moi au début de la première mi-temps. Après, il y a un moment de la 20e à la 45e où on prend vraiment le bouillon. Hein, et encore une fois, ils ont bien plus à proposer que nous offensivement. Et on va revenir sur Radeki, mais déjà en première mi-temps, il nous sauve de pas mal de trucs et il va le refaire en deuxième. Et après, il y a la période où on passe un peu plus dessus physiquement, ou aussi, je pense que il y a un peu de physique et il y a un peu, c'est une équipe très déséquilibrée, l'OM, on le voit. Là, il y a Salossin qui parle de Pavard, mais je pense que même les trois, après, il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est une équipe qui défensivement, et la ligne défensive est assez déséquilibrée. Le but de Golo, mais il est, en gros, c'est juste un petit redoublement de passe et ça y est, la défense sait plus où se mettre. Tu vois qu'ils savaient plus qui marquer, plus de trucs. Tous nos joueurs étaient tout seuls et entre autres Golovin donc on a bénéficié aussi de ça. Et après il y a le quatrième temps, donc il y a toute cette période où on marque et puis il y a le quatrième temps qui part de leur but. Et où effectivement là on a un peu peur, mais c'est encore une fois à toi à moi, on a des occasions, ils en ont eux aussi. Bon, et ça finit par passer, mais au final, je pense que c'est sur le. Tu durcis un petit peu physiquement, et puis c'est sur leur manque de finition. C'est un peu sur leur point négatif qu'on gagne ce match. C'est sur leur manque de finition, sur leur mauvaise défense, et puis nous, c'est sur notre, on va dire, notre confiance devant. Et puis quand même sur un gardien qui va. Il faut quand même en parler, c'est l'homme du match. Hein. Ouais, Le on nombre en reparlera. d'arrêts, Ouais, nombre de sorties. On en reparlera, mais il faut quand Ouais. même dire que c'est quand même les 3 points, ils sont un peu pour lui, quoi. Hein. Oui, parce qu'au final, tu te dis, c'est Balogun qui te donne la victoire, mais c'est le gardien qui te fait gagner presque. Ah oui, non, il n'y a pas photo. Mm. Et puis on peut parler de j'ai vu, il y a eu quelques messages sur le chat sur Zakaria. Il faut aussi dire que voilà, ce gars-là, depuis qu'il est replacé en défense centrale, on en parlait encore il y a plusieurs saisons. Hein. C'est vrai que c'est toujours une tristesse de le voir pas à son poste, mais le fait est que c'est le mec le plus solide de notre ligne défensive et de très loin. C'est quand même le gars. Il faut lui donner le titre de ces 2-3 dernières saisons quand même, de notre meilleur joueur parce qu'en termes de constance, en termes le gars sur lequel tu peux te baser dans notre équipe, c'est quand même lui et personne d'autre quasiment. Allez, à Kliouche, mais il y a des moins bons matchs que certains. Après, c'était quand même pas le cas en début de saison. C'est aussi peut-être aussi ce qui peut expliquer notre manque de performance entre les blessures et aussi sa méforme, parce que même quand il jouait, il n'était pas forcément très performant non plus. Donc, Mais il a joué beaucoup. Alors moi, comme je l'ai dit au début, j'ai pas suivi toute la saison ultra précisément. Il a joué beaucoup en défense centrale en début de saison. Non, mais au milieu, il était. Voilà, c'est au milieu qui était fantomatique. Ouais, non, mais donc c'est Physiquement, ça. il était pas du tout, quoi. Tu sentais qu'il manquait, quoi.
Et donc c'est ça, il y a une corrélation entre effectivement physiquement ça pêchait et le fait qu'on le savait déjà, on l'a vu il y a quelques saisons, le replacement en défense centrale, il est très bon et il y a On il y a avait eu le il y débat a de déjà de vraies savoir où est-ce qu'il était plus. Ouais. exactement. Et quand il a signé, du coup, alors que c'était un milieu, on a dû le faire jouer tout de suite en défense parce qu'on avait eu des blessures. Et du coup, on avait le débat à dire est-ce qu'on le garderait pas en défense plutôt que le faire remonter au milieu, ce qui nous fait quand même beaucoup de bien. Donc depuis qu'il est remis à ce poste-là, il y a quand même une assise, parce que Faez et notre ami Kerrer, c'est le chaud et le froid, quoi. Ils te font un super geste défensif à un moment et ils se loupent complètement la minute d'après. Donc tu as Oui. besoin d'un mec qui te stabilise tout ça. Oui, après, c'est vrai que, Ouais. que ce soit Fess, Woodfuss, pardon. Woodfuss, ouais, on peut encore nous le dire quand on ne prononce pas bien. Woodfuss. Ouais, Non, non, mais là, mais s'il faut parler le néerlandais, belge, nous sommes, machin, truc bidule, nous sommes suivis à le flamand. l'international par des supporters belges, donc voilà. Ah. Mais non, mais c'est vrai que ce soit Feuz, que ce soit Kerrer, et même encore Salissou ou que sais-je dans notre défense, enfin c'est voilà, Ah oui, ça. ces joueurs-là, ils sont tous un peu oubliables quoi, au niveau des performances. Sportivement, tout est un peu oubliable, mais c'est vrai que quand tu as un mec au milieu qui met de l'ordre, qui s'appelle Zacharias, bah, tout de suite ça change les choses quoi. Ça c'est clair et net, ouais. Mais, voilà. En tout cas, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en regardant les stats à la fin du match, je me dis, mais en fait, je vois, nous, on a tiré que 7 fois. Et Marseille en a 17. Et je n'avais pas du tout perçu, ressenti une telle différence en réalité sur le match, quoi. En première mi-temps, tu as combien d'occasions pour Marseille? Alors, attends, je vais voir si je peux te trouver Parce ça. que les occasions doivent se concentrer exclusivement première mi-temps et fin de deuxième, en fait. Ouais, alors 3 tirs, 1 cadré pour Monaco en première période, 7 tirs et 2 cadrés pour Marseille. Hmm. Et en seconde, ça passe de 4 à 12, Ouais. dont 7 cadrés pour Marseille. Ouais. Non, mais c'était. Il y a des périodes où oui, effectivement, on fait le dos rond et on a Mais un je gardien m'attendais pas, ouais, qui je m'attendais vraiment pas qui tient la à baraque. une différence. Ouais, c'est 19 tirs même Marseille sur le match. Ah, Nous, c'est 7. Mhm. Ça fait Ouais. 7 arrêts de mémoire. Et 7. Raditz. 7 arrêts, ouais. Après, je crois, il y en a une des frappes, je crois, elle est pas cadrée. Je suis pas sûr en première période. Celle de Pachao, je crois, arrive sur le côté. Il me semble qu'elle est pas cadrée, mais bon, il s'interpose quand même. Mais ouais, j'avoue que je suis assez étonné parce que je pensais. Enfin, comme quoi, peut-être des fois aussi la limite de certains chiffres, hein, c'est que pour moi, l'impression, elle est pas si nette. En tout cas, je vois beaucoup parler de domination de Marseille. Pour moi, c'était pas une impression si nette de domination. Ils ont des temps forts plus productifs, c'est surtout ça. Quand ils ont des temps forts, ils ont 3, 4, 5 occasions d'affilée. Alors que tu regardes sur l'ensemble du match, ben non, la domination, elle n'est pas claire. Mais ils ont des temps forts très productifs, je trouve. Fin de première, fin de deuxième. C'est surtout Bah, ça, c'est en surtout fait. que leur possession, généralement, elle finit par une frappe, par une action, quoi. Alors que nous, on a eu vraiment du mal, quoi. Même si on a récupéré le ballon, on n'arrive pas à finaliser nos actions. On n'arrive pas du tout au moment où on arrive à enclencher la frappe, quoi. Et on fait souvent sous le mauvais choix à la fin, la mauvaise passe ou le mauvais appel. Tu vois, il y a des actions comme Maouissa qui remonte tout le terrain là, et qui à la fin pêche à pas vouloir faire la passe de son mauvais pied. Tu veux dire qu'il fait la course, Ouais. la course verticale et après Ouais, C'est horizontale et exactement ça. et qui Et met. il y en a J'ai plusieurs comme ça, l'impression que le des actions où receveur, on perd. c'était qui le receveur de la passe? Il se Des- démène pas non plus pour aller la chercher, quoi. Mais bon, non, c'est clair. Non, tu as raison. La dernière passe, c'est pas toujours. On a eu du mal sur ce match aussi. Mais c'est voilà, offensivement, ils sont plus impressionnants que nous. Et offensivement, on est encore, et j'ai presque envie de dire toujours, mais bon, c'est pas complètement vrai, mais on est quand même encore un peu plus une équipe de contre. Et on le voit en première mi-temps, on revient vers Radecki très souvent pour essayer d'étirer ce bloc marseillais qui était assez compact, notamment en première. Et on avait beaucoup de mal à rentrer là-dedans. Et on a plus, voilà, on a plus des joueurs d'impact, qui sont bons sur des centres, sur des balles en profondeur, qui sont bons sur des attaques rapides.
que sur des attaques placées. Pour l'instant, en tout cas, c'est quand même un peu le cas. Malgré Golovin, malgré Akliouche, tu peux croire que tu as quelques chefs d'orchestre, mais autour d'eux, c'est quand même un peu bourrin, quoi. Ouais. La tactique de notre mode. Poconelli, c'est le pressing. C'est-à-dire que tu enclenches Ouais, un ouais. pressing très très haut pour pousser l'adversaire à la faute et après en profiter pour faire tes attaques très rapides et planter des buts, quoi. Oui, oui, Et avec des joueurs qui savent jouer au ballon comme Marseille, c'est plus compliqué de récupérer ça quoi, de cette manière-là. En tout cas, ouais, il avait dit ce qu'il avait corrigé à la mi-temps, c'était plutôt voilà, de resserrer aussi les lignes. Parce que c'était surtout ça qui lui manquait en première période. Et ce qui fait que ça a été mieux aussi. Toi, tu parlais d'ailleurs, Flo, en discutant pendant le match, hein, tu avais souligné aussi justement l'apport de Bamba à son entrée plutôt. Non, non, mais on en parle, on en parle, hein. Oui, Mais oui, il voilà, faut en mais parler. par rapport à Koulibaly, c'est vrai. Alors, Koulibaly qui était effectivement un peu brouillon aussi sur pas mal de situations, qui était un peu en individuel sur Højbjerg. Mais c'est vrai que c'était assez difficile aussi pour lui de faire ce pressing-là et de revenir un peu avec surtout un Gouiri qui était vraiment entre les lignes, vraiment joué à chaque fois derrière l'intervalle qui nous emmerdait beaucoup à ce niveau-là. Et avec J'ai Bamba, on a eu un joueur un peu Ouais. plus stable à l'arrière, on va dire. Un peu plus serein, mais plus un peu plus physique aussi. Moi, c'est des joueurs que j'ai pas vus tant que ça, cette année malheureusement, mais je le vois sur leur profil. Pour l'instant, je vois alors certes, on a vu Koulibaly être moindrement, décisif, mais je le vois plus comme un joueur qui va fonctionner contre une équipe qui a pas un milieu de terrain ultra solide, plutôt contre peut-être pas des plus petites équipes entre guillemets, mais en tout cas des équipes qui ont moins de volume peut-être au milieu parce qu'il va vouloir se projeter. Il se projette quand même souvent vers l'avant, ce gars-là. Et un Bamba peut-être plus contre une équipe contre Marseille où tu as justement Hojbjerg, Timber qui sont des mecs, on va dire surtout sur le volume de jeu, surtout sur... je pense que ouais, Bamba correspondait mieux et c'est vrai que Koulibaly, on l'a pas trop vu. Après, je pense que c'est deux joueurs qui sont en développement, c'est deux joueurs qui ont quand même des beaux potentiels. Donc, mais pour l'instant, je vois plus utiliser Bamba contre un gros milieu. Mais après, il a moins de minutes, je pense, dans les jambes, Bamba, il me semble, que sur la saison Koulibaly. Donc pour l'instant, il est un peu devant aussi en termes de pseudo-seniorité. Mais les deux sont intéressants sur ce match-là, plus Bamba. Après, mine Mais de rien, Koulibaly arrive à être assez décisif hein, cette saison. c'est ça, il est décisif. Il est décisif 8 fois. Et c'est vrai que voilà, pour un profil de milieu un peu aussi box-to-box, c'est bien aussi alors pas se réfugier juste derrière les statistiques, mais je trouve que c'est bien d'avoir cette capacité-là. Il a 3 buts et 5 passes D, mine de rien. Donc c'est pas mal. Et on nous dit dans le chat, ça c'est intéressant, Koulibaly, le volume de course est incroyable et il a créé de nombreuses fausses pistes. C'est grâce à lui que Thésée est tout seul sur son centre. Moi, je me souviens, je l'ai lu là dans une des analyses, un décryptage qui a été fait sur l'équipe. Justement, c'est lui qui gêne aussi beaucoup la défense sur le premier but. Notamment, je sais plus si c'est. Je crois qu'il gêne le retour de Pavard parce que Golovin se glisse entre Pavard et Egan Riley et Koulibaly en fait fait écran par rapport à Pavard justement. En volume de course, il a, ça c'est sûr, mais c'est plus sur la solidité. Tu as besoin quand même, c'est le poste de Zakaria hein, qu'on donne à quelqu'un d'autre. Tu as besoin d'avoir quelqu'un de solide. Quand on sent que Koulibaly a plus on va dire de créativité, il a plus de fougue que Bamba qui est plus posé. Et donc voilà, c'est un peu deux profils qui sont des bons milieux avec un certain volume de jeu, une capacité physique et tout ça, mais il y en a un qui est peut-être un peu plus sûr dans son contrôle passe, et il y en a un qui est peut-être un peu plus justement à aller vers l'avant, à avoir des actions décisives comme on l'a vu faire cette année. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il faut quand même les gérer de cette manière-là. Et sur ce match-là, je pense que c'était intéressant de voir les deux, mais
c'est deux joueurs qu'il va falloir suivre, et j'espère qu'ils se concentrent comme ils se sont concentrés sur Balogun. Ils se sont concentrés sur ces deux petits jeunes qui sont quand même importants T'inquiète pour pas. nous à l'avenir, hein. Bon, bah, c'est ton milieu l'année prochaine, hein, donc oui. T'inquiète pas, Ouais, ouais. dessus. Non, mais c'est ça. Donc, J'ai Pour moi, on lu est clairement passer. sur deux profils différents. Hein. Sur les deux, on est deux profils complètement différents. Pour moi, Koulibaly, c'est limite un joueur du type de Golovin, donc il joue un cramplo. D'ailleurs, il a joué souvent à ce poste de milieu offensif aussi, Koulibaly. Là où Bamba est vraiment un pur 6, très, même s'il est très bon techniquement, on a pu le voir quand même progresser avec ses grandes jambes là, très dur de lui prendre le ballon. Mais pour moi, on est sur deux profils vraiment très différents. Et le choix de Pokenoli, je pense pas qu'il ait choisi Koulibaly pour son style de jeu, je pense plutôt parce qu'il a préservé Bamba suite au coup qu'il a pu prendre à Lyon, là où il est ouais, c'est sorti vrai à qu'il la était mi-temps. pas. Et je pense que c'est plus de l'assurance que typiquement, comme tu le dis, contre Marseille, j'aurais plus vu aussi Bamba jouer. T'as plus d'intérêt contre ce genre d'équipe à avoir un joueur défensif à côté de Camara que d'avoir un Koulibaly qui est beaucoup plus offensif. Donc je pense plus que c'est pour le préserver C'est sur ce match physique, aussi. ouais. Non, tu as raison. Et tu as raison que c'est deux Pas profils sûr. très différents. Ouais. Ouais. Et justement, l'année prochaine, je suis curieux de voir ce que ça peut donner, parce que clairement, on sait que Camara va partir. Parce que là, les sirènes sont trop importantes, surtout s'il fait une belle Coupe du Monde. Et je pense clairement que l'idée des dirigeants, c'est que l'année prochaine, on se fixe sur Bamba Koulibaly. Je suis pas sur notre sûr milieu de pour terrain. je suis pas sûr pour le choix de Bamba par rapport à Koulibaly, enfin de Koulibaly plutôt par rapport à Bamba. Moi, je pense qu'il avait vraiment une idée précise en tête dans l'utilisation de Koulibaly avec ce volume de course justement qu'il était capable de fournir pour aller chercher un peu plus haut avec un peu trois milieux offensifs axiaux, on va dire, au niveau de l'entrejeu marseillais. Je pense qu'il avait vraiment plus besoin de cette corde-là à son arc, plutôt qu'un Bamba plus en retrait, par exemple. Je pense que pour le coup, il y a une vraie idée, à mon avis, tactique derrière ça. Après, tout ça cas, ça a dépend marché. de tactique. Marseille n'a pas forcément peut-être joué comme on l'attendait. Ouais, on l'a pas trop vu. Je veux bien qu'il fasse écran sur le but, mais Koulibaly, franchement, on l'a pas trop vu, hein. Faut pas déconner, hein. Je veux pas lui jeter la pierre juste sur ce match, mais sur ce match, il fait pas grand-chose, hein. Ouais, après, ça, c'est. Non, c'est sûr, c'est pas sa meilleure performance, hein. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que j'étais pas aussi catégorique que toi hier. Non, mais c'est deux bons joueurs. Il faut surtout pas les cramer. Et comme le disait Pat, voilà, et comme je disais aussi, c'est quand même nos joueurs d'avenir. Il faut les coucouner, il faut regarder ce qu'il faut travailler. Il y a clairement une notion de IQ, de foot, d'intelligence et de vision de jeu pour Koulibaly qui est un peu tout feu tout flamme, parce que justement s'il est voué à jouer de manière un peu plus offensive, il faut quand même travailler là-dessus. Et puis sur Bamba, effectivement, on voit déjà des progrès sur sa qualité, on va dire, de garder le ballon, sa qualité un peu technique, ce qui est quand même très important pour un 6 défensif qui doit être une assise pour nous quand on va vers lui. Donc ils ont des trucs à travailler et c'est bien. C'est des bons petits joueurs à regarder se développer, ça c'est clair. Non, c'est clair. Je suis d'accord. Patrice, tu parlais de Camara. J'ai vu dans le chat que je sais pas qui en parlait, mais apparemment ça parlait encore d'Angleterre là de récemment. Enfin, je sais pas s'il y a un truc qui est sorti récemment. T'as vu ça ou pas? Non, bon, après, il y a toujours des rumeurs hein, sur Camara. Ouais, mais comme il y a, Liverpool soit intéressé je sais- nous, il faut compris que ce soit l'Angleterre. Je pense que c'est eux qui nous payeront le plus. Hein. Ouais. Donc, Ouais, il non, faut ça, de toute espérer façon. qu'il soit beaucoup à le vouloir et que le prix monte haut. Parce que, plus on le vendra cher, lui, et avec Louche, forcément, on aura besoin de vendre de joueurs pour passer le fair play financier de l'année prochaine et de se saigner. Quoi. Déjà, à voir aussi si on est en Ligue des Champions. Ah Parce que bah, ça, c'est c'est pas payé, si t'es par Ligue des Champions, t'es obligé de vendre Balogun hein, pour moi. c'est 50 patates en plus C'est ça. de la devise dans le chiffre d'affaires, quoi. Voilà. Messieurs, sur ce match-là, bon, en tout cas, on va pas plus forcément en parler. On a déjà bien évoqué les dimensions un petit peu tactiques, certaines performances individuelles. On va évidemment parler de Radetzky, parce que, bah, comme tu disais, Flo, c'est l'homme du match. Mais juste petit point sur le classement, hein, qui est évidemment important de faire. Donc ça y est, hein, Monaco est au contact. Donc là, on est dans un sprint final qui est complètement relancé, regroupement général,
comme on pouvait le lire en une de l'équipe ce matin. Lille, donc troisième, c'est le nouveau troisième avec 50 points. Lille, mine de rien, qui est en train de se faire une sacrée série aussi. Alors, ils sont sur... là, ça fait 6 matchs sans défaite. Il y a 5 victoires et un nul. Sans faire de bruit, assez étonnamment, Lille est en train de se refaire la cerise, même si c'est pas hyper sexy. Mais là, la victoire 3-0 contre Lens, peut-être que ça peut déclencher quelque chose de leur côté. Quatrième, Marseille avec 49 points. Monaco 5e, 49 points. Monaco qui passe devant Lyon, 6e, 48 points, qui a été tenu en échec contre Angers. Clairement, entre les deux Olympiques, là, on est sur deux dynamiques inversées par rapport à Monaco et Lille, justement. Et Rennes qui suit, qui reste pas loin au contact, 47 points, 7e. Donc voilà, ça c'est quand même entre ces 3 points d'écart entre 5 équipes pour une troisième place. C'est quand même... Et Lille qu'on joue avant-dernière journée, hein, donc Lille ça risque qu'on joue, d'être ce match-là, il risque de valoir son pesant de cacahuètes. Hein. Et Strasbourg, mine de rien, qui est toujours là, qui ne perd pas non plus, avec 43 points. Donc pour la course à l'Europe, en tout cas, ils ont toujours leur mot à dire. Ouais, alors effectivement, peut-être plus pour les 6e Pas ou pour la 7e troisième place, places. c'est compliqué, Voilà, mais cinquième, voilà, pour voilà. les... Ça, je pense que ça va être, à mon avis, ça va pas être simple, mais faut voir aussi, hein, selon les Strasbourg, les équipes qui vont jouer, hein, parce que selon ce qu'ils jouent, ils peuvent aussi espérer un petit peu renverser la table, hein, mine de rien. Ils ont un calendrier facile en Ligue 1, mais par contre, ils ont de la Coupe d'Europe et de la Coupe de France à jouer. C'est vrai. Et pas mal de blessés qui commencent à venir. Et ouais, celle de Panikelli pendant la trêve, grave blessure, Ouais, évidemment. plus Morera, donc ça fait déjà 2 très gros joueurs pour eux qui sont absents. Donc, Ouais, pas J'ose simple. dire qu'on a un calendrier favorable, mais j'ose et puis j'ai peur. Mais une note, il enfin, n'est pas. Bah, pas c'est forcément simple, mais- aussi un avis qui revient assez souvent, hein, que ce soit dans les commentaires ou ailleurs, sur le chat. C'est vrai que finalement, les matchs, les gros matchs, on sait que Monaco est capable de répondre, mais souvent l'inconnu, l'incertitude, elle est surtout sur les matchs contre les plus petites équipes. Donc, c'est-à-dire typiquement le match de la semaine qui arrive contre le PFC, celui de la semaine suivante contre un relégable barragiste Auxerre. Voilà, sur des équipes qui, a priori, vont pas forcément faire le jeu, qui vont plutôt être attentistes et qui vont attendre que ce soit Monaco qui fasse ce qu'il faut pour s'imposer. Donc oui, en soi, c'est vrai que sur le papier, c'est forcément des rencontres qu'on doit gagner. C'est sûr que là, on fait quoi? On fait PFC, Auxerre, Toulouse, Metz. Là, t'as envie de te dire, Ouais. logiquement, vu la forme du moment et tout, t'es censé faire 12 points, quoi. Je pense que dans les faits, on le fera pas. Je pense pas qu'on fasse 12 points. Mais voilà, c'est vrai que sur le papier, la logique voudrait qu'on fasse 4 sur 4. Et, voilà. Et les vrais tests seront aussi là. Et je crois que d'ailleurs, c'est ce qui a été dit en avant-match. Par le coach, il me semble, il dit voilà, ce qui compte, c'est. Enfin, Paris, Lyon, etc., Lens, ok, mais pour moi, le point important, c'est d'être capable de. C'était peut-être pas lui, c'était peut-être pas le coach, mais le point important, c'est Brest, c'est gagner Angers, c'est gagner ces matchs-là, en fait. Et oui, pour répondre à Adri, Toulouse, c'est juste après leur match de Coupe de France. Donc c'est Ah oui. ils prennent ça 4 jours après. Donc ça, c'est un petit bonus en plus Bon, eh ben, de demi-finale. Ouais. espérons que ça nous sourit. Messieurs, je bascule sur Lukas Hradecky, parce qu'il faut évidemment parler de son match, d'une part, et puis peut-être aussi élargir aussi à la question de l'avenir, de la saison prochaine. Mais Lukas Hradecky, on le disait, hein, globalement, je pense, on peut être d'accord, en tout cas, que c'est notre homme du match, hier. Parce que j'ai beaucoup de choses à critiquer sur Balogun sur le match d'hier pour dire que c'est l'homme du match, pour ce qu'il a mis à but. Il faut arrêter de chercher les pénaltys et tirer des maillots, c'est très bien quand même. La différence entre Hradecky et Philippe Keun, Pat, est-ce que tu peux nous en parler? Faut vraiment montrer une différence, quoi. Bah, c'est comme la différence entre un gardien de but et un joueur de champ, quoi. On voit vite la différence quand quelqu'un est dans les cages, quoi. Mais en tout cas, en termes de pourcentage d'arrêt, en Ligue 1, Hradecky se classe au 2e rang, si je dis pas de bêtises. Je crois que Ouais, en pourcentage d'arrêt, il faut que je retrouve le tweet que j'ai fait. Et Cône doit être dans le 4 dernier, je crois. On est sur un 73%, je crois, pour Hradecky, tant que je retrouve le tweet.
Là où Cohn est vers les 67, je crois. Ah, puis il est là. Ouais, Hop, ça. 75,6% pour Radetzky, avec Hervé Kofi à Angers qui fait plus d'arrêts, plus pour les pourcentages d'arrêts que lui. Et Philippe Cohn, il est le 18e gardien, donc à 65,8%, donc 10% de moins quand même, ce qui est famélique. Ouais, mais je crois que après c'est vrai que c'est pas pour tirer sur Philippe Keud, mais c'est clair que voilà, il y a une différence et après je pense que il a fait de son mieux, mais c'est vrai que je pense qu'on se dit souvent ouais, souvent il peut rien faire, etc. Mais peut-être parce qu'on a l'impression que lui est trop limité pour faire mieux, pour faire plus, alors que d'autres gardiens peuvent faire des vraies différences. Je pense que c'est peut-être aussi le sentiment, il donne le sentiment de pas pouvoir faire mieux, alors que voilà, parce que d'autres ont plus de jump, plus de meilleure détente, etc. Un meilleur placement aussi, peut-être. Plein de petits détails qui peuvent rendre une performance de gardien meilleure, qui peuvent lui permettre de faire des arrêts, ce que n'a pas réussi toujours à faire, même s'il en a fait quelques-uns aussi. Mais voilà. On a le sentiment qu'une frappe presque un peu bien placée devient immédiatement imparable, on va dire. Ce qui est peut-être pas forcément le cas. Voilà. Si on met un gardien d'une plus grande stature dans les buts. Ouais. Combien de buts il prend et le ballon, il est quand même vraiment à moins de 50 cm de lui, quoi. Et qu'on trouve Ouais, des excuses à dire qu'il va trop vite. Combien de buts on prend parce qu'il a relâché le ballon et que derrière, il y a un attaquant qui met le second ballon, quoi. Et les prises de décision, les sorties, là on le voit juste Radetzky, les sorties qu'il fait sur les ballons en profondeur, les sorties qu'il fait il y a une assurance que n'a pas, quoi. Il y a en plus de ses défauts techniques et de prendre des buts, comme vient de le dire Pat, à 2 cm de son tronc. Il y a une assurance. Alors, ce qui était intéressant, c'est que quand tu as proposé le sujet, tu as dit l'avenir avec Radetzky. Et moi, la question que je me pose là-dessus, c'est le mec, il a dit 4 fois dans son interview d'après-match qu'il était vieux. On a vu cette année que bon, ok, il faisait 5-6 matchs et puis il se claquait. Il a beaucoup d'humour. Il a beaucoup d'humour, il est très bon, voilà, il a de la bouteille, mais il a 36 ans et le mec a eu déjà 2 ou 3 blessures cette saison et l'avenir avec Radetzky, c'est non, c'est pas l'avenir. Ça serait quand même un super sub, ça serait dans l'idéal, ça serait un super sub. Aujourd'hui, c'est le seul bon gardien qu'on a, donc on le garde et on le couve. Mais l'avenir avec Radetzky, c'est non. Et moi, je suis très intéressé de savoir quels sont les. Je sais que le sujet c'est Radetzky, mais quand tu as un mec de 36 ans qui est performant comme ça et que tu n'as rien d'autre derrière, le sujet c'est quand même aussi de dire les Staviecki, les Yann Liénard, c'est quoi leur niveau? Parce que moi, j'avoue que j'ai pas regardé la Youth League ou les trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait pas. C'est le défaut de plus avoir de Coupe de la Ligue, c'est que moi j'aurais aimé faire grailler un petit peu au moins le meilleur jeune qu'on a et lui donner quelques minutes, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, quoi. Parce que Radetzky demain, enfin je veux dire, il est quand même frêle. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et ça fait des années. Notre politique de gardien, c'est presque encore pire que ou c'est corrélé avec notre niveau de gardien. C'est qu'on n'a pas des bons gardiens, mais aussi on n'a aucune politique derrière de vraiment développer des jeunes qui fonctionnent, de mettre du fric là-dessus, de faire des gros transferts sur des gardiens à fort potentiel ou quoi. Les Onana dont on parlait il y a très longtemps, qui nous ont passé sous les doigts et qui aujourd'hui ça peut faire rigoler. Monaco aurait jamais pu avoir Onana. Si, on aurait pu à un certain temps. Donc la politique de gardien, à mon avis, c'est le cœur du sujet Radetzky en fait. Mais après, alors attention, quand je dis c'est vrai, l'avenir, c'est pas forcément pour parler de 4 ans, dans 4 ans, tu vois. Évidemment, un gardien, il a déjà 36 ans et il va sans doute pas jouer jusqu'à ses 40 ans, mais c'est peut-être plus un avenir immédiat, plus se projeter juste sur la saison prochaine. Pourquoi pas dans 2 ans, puisque je crois qu'il a quand même un contrat à 2+1, si je dis pas de bêtises. Peut-être que Pat, je sais pas si tu t'en souviens. J'avais peut-être 2 ans, toi, peut-être qu'il a 2+1. Ouais. Il me semble qu'il a ce 2+1, donc ça veut dire que voilà, lui, il a très envie, en tout cas, d'être là l'année prochaine. Enfin, son objectif, c'est d'être sur le terrain, être titulaire dans le but la saison prochaine. C'est vrai que la question, c'est de savoir, est-ce qu'il faudrait justement, pour la saison prochaine, partir avec Radetzky?
sans se Pour moi, projeter oui. jusqu'en 2029, hein, tu vois, c'est pas le but, mais peut-être juste la saison prochaine. Est-ce que finalement voilà, on avait peut-être aussi quelques doutes sur son niveau par rapport à son âge, etc. En disant peut-être un gardien un peu déclinant. Est-ce que le match de Marseille justement apporte pas aussi quelques garanties, des éléments de réponse pour bien lui accorder notre confiance pour la saison prochaine, par exemple? Mais il n'y a pas que le match contre Marseille, quoi. Je vois, le match aller, il Oui, est très oui. bon. Le match contre le PSG, il est très bon. Le match de Coupe de France contre Auxerre, il est très bon. Franchement, je vous invite à chercher les mauvais matchs qu'il nous a fait cette saison. Pour moi, je crois qu'il n'y en a que un où il se trouve un petit peu, où il n'est pas forcément bon au tout début de la saison. Mais même quand il revient entre ces deux blessures, dans une Il est période bon où, encore. où il encaisse des buts, il en encaisse que forcément à ce moment-là, on est au fond du trou et on n'a pas de défense. Mais lui, il est bon dans les cages à ce moment-là. Il nous sort énormément d'arrêts. Il essaye de retarder l'inévitable au fur et à mesure. Et il fait toujours partie des joueurs qui sont les mieux notés par les médias à ce moment-là. Enfin, c'est pas dur, c'est lui notre meilleur joueur si on suit les médias, hein. C'est lui qui a les meilleures notes et de très loin. Il n'y a Pour pas moi, photo, non, il le n'y a, pauvre. y a pas photo Y a sur pas lui pour photo. l'instant. Et pour moi, il va pas changer de niveau là pendant cet été. Donc oui, clairement, l'année prochaine, s'il est sous contrat, ça va être lui notre gardien. Par contre, il faut réfléchir, c'est par rapport à Kohn et à Majewski, les faire partir pour mettre en place tout de suite quelque chose après Hradecki. Mm. C'est là qu'il faut qu'on réfléchisse sur les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Est-ce que Liena ou Zawadzki sont vraiment à un niveau qui est capable, d'ici 2 ou 3 ans, d'éclore et de prendre la relève ou pas? Ou est-ce qu'il faut aller chercher un gardien? Mais clairement, c'est quasiment sûr, on va pas recruter un gardien l'année prochaine, alors qu'au niveau des finances, on est trop limite, quoi. Bah, c'est-à-dire On qu'un va pas recruter gardien, l'année prochaine. Donc. pour Et ça qu'il coûte puisse, cher. pour qu'il puisse éclore, il faut qu'il puisse jouer aussi. Linar a joué un match officiel avec les pros en 3 ans ou 4 ans qu'il est numéro 3. Il a joué 3 matchs avec le groupe élite par-ci par-là. Stavievski, il joue juste avec la réserve. Bon, a priori, ça me paraît compliqué d'envisager de mettre ces deux-là en numéro 2. Donc, oui. Après, je suis d'accord, c'est vrai que Salossin dit j'avais oublié Majewski. Bah oui. Ah ouais, il est là. Non, mais clairement, lui, il va partir. Il va partir, oui. Lui Bah, aussi, il voudra une place de titulaire, tout Mm. comme Kohn. Je pense que là, il va pas vouloir repartir une nouvelle encore saison. que Philippe Keun, pour un numéro 2, Ah bah oui, c'est très rare bien. de jouer autant pour un numéro 2 hein, depuis 1 an et demi quand même. Lui, il a de la chance, parce qu'à chaque fois il part Ouais. numéro 2, il finit par être titulaire une bonne Ouais, partie de la saison. Quand même. et attendez, Majeki, il fait des matchs en début de saison, mais là, il est sur le banc maintenant, hein. Donc, Ah oui, non, si un mec arrive Non, pas à oui, percer à Brest, il n'a pas percé chez nous. Ah bah Moi, oui. j'en ai un peu ras les trucs qu'on nous dise que Majeki, il y a moyen qu'il soit quelque chose. Non, Ah, là, il il s'est y a s'est plus moyen. complètement, non, il s'est clairement, complètement là. raté sur ce. Ouais, ça oui. Mais il y a, Ouais, il juste a pour eu confirmer, il y deux a bien une opportunités, il les a option. ratées. Il y a bien une Ouais. option 3e année pour Ouais, voilà. Hradecki. Donc ça, c'est sûr. Bon. Mais c'est les blessures. Le problème, c'est le physique avec lui. On est tous à Ouais, mais 100%, je pense, on est sur d'accord avec 2 Pat. blessures qui sont dues à des coups qu'il a pris pendant les matchs. Il le dit lui-même. On n'est pas sur des blessures musculaires ou des problèmes de son âge ou quoi que ce soit. On est sur 2 coups. Il a pris malheureusement 2 coups dans les genoux qui lui ont fait perdre à chaque fois 1 mois et demi, quoi. Faudrait regarder son historique sur ces dernières Ah, mais il années. n'avait Est-ce que pas, vous justement, avez c'était ça le pire. C'est que Ouais. quand tu regardais son historique, il avait quasiment jamais été blessé. Il arrive chez nous, il se blesse, quoi. C'est un peu comme D'accord. Faes. Oui, Faes, il n'a jamais été blessé toute sa carrière. Il avait raté, j'avais regardé. Il avait raté, il a eu 2 blessures, dont une, c'était clairement, en avis, pour une paternité, parce qu'il n'a pas été absent longtemps, quoi. Et une fois, il avait raté un match, quoi. Ouais. Il n'avait jamais été absent. Il arrive chez nous, au bout de 2 matchs, ça y est, il était blessé musculairement. Bon, ben ça, c'est rassurant. Non, Ça, Hradecki c'est s'est quasiment rassurant. jamais blessé, il a jamais été absent quasiment de sa carrière. Donc là, non, il a pris 2 coups, quoi. Contre Lyon, c'était parce qu'il est retombé sous le queue, et contre Strasbourg, je crois, c'est quand il fait un peu un grand écart et qu'il se prend le pied de l'attaquant, de mémoire, et Hmm. que ça lui tape le genou après, et c'est là qu'il se blesse, quoi. Mais c'est des coups, quoi. C'est juste pas de chance, quoi. Ouais, ça Mais fait quand clairement, même la il faut un moitié de la numéro 2. saison. Goodbye, quoi. Il faut réfléchir à un numéro 2 l'année prochaine pour qu'il commence déjà à jouer les matchs de coupe, hein, mine de rien. Mais il faut foutre du fric sur un gardien. Les mecs Mais tu ont l'as pas, pas ce fric. envie de foutre du fric. Mais tu Ça peux fait pas. combien de temps qu'on a mis du fric sur un gardien? Et tu l'as pas, le fric, en ce moment. Oui, tu l'as pas, mais on va vendre là quand même. Faut arrêter de nous. Tu vas vendre pour passer le fair play financier, puis c'est tout. Et Ouais, tu vas je sais prier pas. pour avoir la Ligue des Champions pour pas trop vendre. Mais clairement, là, tu vas L'avantage que vendre. tu as sur un gardien, c'est que tu mets 10 millions sur un gardien, c'est déjà un très gros espoir. Je veux dire, la réalité économique est encore ça dans le foot. Donc un gardien, le rapport qualité-prix est quand même très sympa.
Mais à un moment donné, il faut le faire. Alors, on a quand même peut-être quelques millions à foutre dans un gars, peut-être pas 10, mais Dans un remplaçant. Ouais, mais après, est-ce qu'à 10, oui, oui. t'as quoi à 10? Est-ce que t'as un potentiel 1 bis? Est-ce que t'as un numéro 2? Est-ce que t'as un jeune talent Ben, qui est proche d'éclore? Mais est-ce qu'en le mettant numéro 2, en le faisant jamais jouer, tu n'empêches pas aussi sa progression, tu vois? c'est Quid des l'avantage qu'a jeunes, quoi? Radecki. Mm. C'est l'avantage qu'a Radecki, c'est que ça peut tout à fait être un bon numéro 1. Il peut tout à fait se claquer, on lui saute pas, on touche du bois. Mais du coup, ça va faire que ton numéro 2, il risque quand même de jouer. C'est Donc, typiquement dans le cas c'est de Romain Ruffier, quoi, où tu as Flavio Romain qui est le numéro 1 voilà. clair, mais tu à un âge où clairement tu sens qu'à un moment donné, Ruffier peut clairement prendre la place. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné, avec la plus belle vie, de mémoire, Ruffier a pris sa place et après, il l'a pu lâcher. Quoi. Voilà. C'est la meilleure option d'avoir un gardien en devenir que je pense tu peux aller chercher pour quelques millions et tu sais que si tu lui donnes sa chance, il a les crocs et il y a un potentiel pour devenir numéro 1. Non, non, exactement. Mm. Et c'était notre politique. On est quand même un club historiquement, au niveau gardien, on n'était pas dégueu. Hein. On est quand même en train presque de l'oublier là. Et sur cette passation de pouvoir, tout ça, on peut tout dire de notre ami entraîneur de gardien, notre ami gardien historique Ettori. Il avait quand même ce talent pour foutre des jeunes et leur donner suffisamment de peps et quand même j'imagine, d'aspect technique et compagnie pour qu'il y ait cette passation qui Ouais. se fasse de manière assez naturelle. C'est vrai qu'on pourrait, en parlant d'entraîneur de gardien, on pourrait aussi, évoquer Ouais, le ça, sujet. Hein. ouais. Ouais. Mais ouais. C'est délaissé alors que c'est quand même un problème évident depuis quelques années. Hein. Mais c'est effectivement un secteur un peu délaissé. Ouais, bah en tout cas, voilà, je pense que en tout cas, clairement, par rapport à la saison prochaine, sur ses performances, il mérite. En tout cas, ça mérite de rester, d'être revu la saison prochaine. Ça, Ouais. je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Ouais. Oui. Pas de doute. Sauf s'il y a un bon coup à faire après, mais bon, le problème c'est que quel peut être le bon coup et à quel prix aussi. Mais je pense que, à mon avis, vu les départs qu'il risque d'y avoir, ce sera pas la priorité au niveau des recherches. T'as un prêt de chevalier, Ouais. à la rigueur. Ah, pas mal. Non, mais on a... Non, mais j'ai vu passer. Pas. J'ai vu passer des noms. J'ai vu passer Risser, je crois, dans le chat. On dit j'aime bien Guillaume Rest aussi. Enfin, je pense que Guillaume Rest, à mon avis, c'est le nouveau Alban Lafont. Et je dis pas ça parce qu'ils se ressemblent même physiquement, mais je pense que c'est le nouveau Alban Lafont. Ça va plafond de verre, à mon avis. Mais ouais. Ouais, et puis de toute façon, c'est trop cher hein, déjà, à mon avis, Guillaume Rest. Hein. Ouais, c'est quoi, c'est autour de 15, j'imagine. Lance le vendrait. Mike Penders, mais Penders, ça appartient à Chelsea, non? Ouais, c'est le problème. Mais moi, je vais te dire, je suis à deux doigts de penser que nos dirigeants s'y intéressent pas trop parce que tu fais pas de plus-value sur un gardien. Même un gardien très fort, tu vas le vendre, comme tu viens de dire, tu vas le vendre 15-20 millions. J'y pensais tout à l'heure. Je disais, c'est pas un business. Et donc les mecs ont dit ça c'est le truc où tu gagnes pas de fric, ça on a rien à battre. Ok, next. Ce qui est con parce que pour le coup, un bon gardien, on sait que ça change, oui. Ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, ça change la valeur de tout le monde. Bah c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu. Ça te fait gagner des matchs qui te fait gagner de l'argent. Bah oui, j'ai vu passer des tweets, des tweets un peu humoristiques, voilà, de certains comptes sur Twitter, voilà, qui sont assez réputés pour ça. Je veux dire, c'est vrai que ça revenait aussi beaucoup, hein, Monaco qui découvre ce que c'est de jouer avec un bon gardien dans ses buts. Un mec qui fait des arrêts. Bon, enfin bon, voilà. Donc, a priori, l'avenir avec Radetzky l'année prochaine, voilà, ça ne devrait pas être trop en question. Après, évidemment, il faudra voir s'il est capable de maintenir ce bon niveau de performance la saison prochaine. Sur la durée, s'il y a durée pour lui aussi, en espérant aussi pas trop de blessures. Mais en tout cas, c'est clair que pour l'instant, il a donné les garanties, je pense, pour... Je pense que la vraie question, c'est pas le numéro 1, c'est le numéro 2 l'année prochaine. Et même si on regarde que pour l'année prochaine, avoir Radetzky Kun, c'est super, parce que du coup, tu as comme deux très bons gardiens. Mais en fait, si tu regardes plus loin, c'est une connerie d'avoir Kun sur le banc, parce que du coup, tu commences pas un peu à anticiper. Il y a une phrase que j'ai pas bien entendue. Tu as dit c'est deux quoi, gardiens ?
2 bons gardiens. Bah, pour un T'as numéro dit, 2, j'ai Cône, ça entendu va, très quoi. bon. J'ai entendu très bon, il me semble. Ouais, bon, ça, bon, vous savez tout l'amour que j'ai pour Cône en plus. Non, il faut pas. Honnêtement, il faut pas que nous, on se mette à dire ça, s'il te plaît. Parce que si nous, on se met à dire ça, qu'est-ce que nos dirigeants... non, non. Non, non, tu as raison sur le fait que le numéro 2 est un problème et qu'aujourd'hui, le poste, il est pas pourvu. Le poste, il est open. Ouais, mais qu'il y a aussi un Bah, vrai pour choix à l'instant, faire, quoi. tu 2 gardiens, sous contrat et Oui, Cône oui, et ça c'est Majewski, il va sûr. falloir faire quelque chose avant de penser à récupérer un joueur. Mais pour le coup, ce poste de numéro 2, il y a un vrai choix et une vraie question stratégique qui va se poser. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais Con, on avait même trouvé un petit club suisse, un club allemand, un truc comme ça. Ils aiment bien les gardiens Ah, suisses et tout. À Cône, On a je même me fais pas trouvé de soucis pour quelqu'un lui chez s'il qui trouve le un point de chute. refourguer. Je pense Bah pas que ce oui. soit difficile de le trouver un point de chute. Majewski, ça risque d'être plus dur après Ah non, sa lui, saison non. à Brest. Ah bah c'est voilà, ce qui le flingue, c'est la saison à Brest, parce que je pense que si il faisait une saison sans être exceptionnelle, qu'il faisait une plutôt correcte, etc., il aurait pu ensuite derrière trouver un point de chute, quitte à être acheté éventuellement par Brest, hein, je sais pas, tu vois, ou par non, mais ça aurait pu le relancer un petit peu. Là, c'est vrai que là, c'était l'effet inverse, quoi, pour lui, très clairement. Je pense qu'en termes de ouais, comment dire, j'ai oublié le. Bénéfice au niveau du prêt, c'est pas terrible, quoi. Ah ouais, c'est même Après, pour lui, pour sa réputation, cercle quoi. bruges Ça avait pourrait, commencé pas trop mal, il me semble que ses premiers matchs. Alors on dit on le laisse à Brest et on prend leur gardien. Alors leur gardien Couder, non merci, vraiment, mais jamais de la vie. Non non, Régis Couder, non ça c'est. Je pense Après, David, il nous propose Lopez, donc bon. Ouais. Et il nous a... Kofi, tous les gardiens en fait, il nous a fait rosser tous les gardiens du championnat. Non, moi j'aurais beaucoup aimé Risser, mais bon, après, je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, c'est compliqué. Ça sera compliqué, je pense. Je pense pas que Lens veuille le lâcher alors qu'ils vont aller jouer la Ligue des Champions. Oui, et puis de toute façon, Kofi, il tentait notre s'il aventure, le hein. lâche, pour le coup, ce sera tarif premium et voilà. Donc, clairement, on n'ira pas dessus. Bon, en tout cas, messieurs, voilà, la question de l'arbitrage reste, est aussi une question importante qui fait beaucoup toujours débat, couler d'encre, etc. On a eu notre cher ami Alexander Golovin qui nous a fait une petite sortie, voilà, du fin fond de sa Sibérie pendant la trêve internationale, qui nous a lâché des missiles. Genre, c'était pas la guerre en Ukraine, pardon, c'était. Mais bon, là, il s'est lâché, le garçon. Voilà, il a quand même sorti la sulfateuse, hein, pour défoncer l'arbitrage français. Alors bon. L'arbitrage est mauvais, il y a un Voilà. parti pris contre Monaco. Je pense qu'il il faut. C'est ces mots. C'est ces mots, Voilà. c'est ça. Avec L'arbitrage français est mauvais, il y a un Le parti pris complot. pour Monaco. Et puis là, il donne des exemples. Il dit quand on nous a refusé le but contre l'OM, on n'a eu aucune explication, nanana. Et puis c'est pas comme s'il s'arrêtait à ça, il passait au prochain sujet. Il touille. Ouais. Il touille le mec. Oui, et puis il dit aussi, alors ça c'est marrant parce que ça s'est vérifié hier avec le premier but, c'est quand nous on marque un but, les arbitres ils attendent à chaque fois la décision de la VAR, mais après contre nous ça n'arrive pas, ça peut pas être une coïncidence. Et on a l'impression qu'ils essaient de s'accrocher à un moindre détail pour trouver quelque chose, voilà. Mais bon, et aussi ce qui est important, mine de rien, dans le propos, c'est que selon lui, en tout cas, c'est un avis qui est partagé dans tout le vestiaire. Voilà, parce qu'il dit tous mes coéquipiers pensent pareil. Voilà. Donc visiblement, il y a unanimité. Alors ça, super. Voilà. Déjà que ça aurait été mieux que tu te la fermes. Allez, au plaisir, mets tout le monde dans le coup, comme ça, on est bien avec les arbitres. Mais flash info, dans tous les vestiaires, c'est pareil. Dans tous les vestiaires, ils pensent que l'arbitrage est contre eux. Voilà. Oui, mais pour moi, le problème dans tout ça, c'est que c'est pas ton rôle. En plus, Golovin, hein, et on le connaît, et à choper des cartons rouges, un carton jaune de merde, à se plaindre contre les arbitres. Peut-être que effectivement le petit carton rouge là qu'il a pris contre Nantes, c'est peut-être le carton rouge qui est pas passé justement. Il a peut-être un peu de ressentiment sur ça.
Oui, mais au niveau réflexion, c'est peut-être l'inverse de ce qu'il des conclusions qu'il aurait dû avoir. C'est peut-être, ok, je me prends des cartons parce que je parle, parce que j'applaudis. Bon, ben je reviens en arrière, j'essaye voilà. De parler, il faut qu'il y ait des liens avec les dirigeants sur ces trucs-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans notre club, mais bon, on va pas parler de Aulas et de ces grandes années à chaque fin de match, je gueule sur l'arbitrage et tout ça. Mais peu importe, c'est pas ton rôle en tant que joueur. Ferme-la. Si tu as un truc à dire sur l'arbitrage, parle-en à tes dirigeants, parle-en un truc, et c'est à eux de dire. Déjà parce que, c'est leur rôle, mais 2, ils ont plus de poids. Un dirigeant qui dit bon là ça va pas, il y a quelques trucs à regarder, machin, il y a plus de poids. Ils font partie du comité d'administration de la ligue, ces trucs-là, ils font les réunions, bidule chouette, donc ils ont capacité à en discuter, à ce qu'il y ait un vrai impact. Alors que Golovin, ça va juste faire que le mec va encore plus se taper une pancarte anti-arbitre, et ça je peux te dire, avec des frappards, des machins, des trucs, des paquins, des couffins qui sont beaucoup d'arbitres qui sont de la fierté, on va dire. Ouais, beaucoup d'ego, bien sûr. Ouais, un peu le shérif par moment. Ah non, ça va pas passer. Ouais, je suis d'accord. Alors, je me sais pas, moi je me suis dit, peut-être, il s'est dit, c'est un média russe, je veux dire, c'est la trêve, ça sera. Enfin, peut-être qu'il s'est. Non, mais peut-être qu'il s'est dit, ça va passer comme une lettre à la poste, personne va en reparler en France. C'est bon. Voilà, non, mais c'est un média russe, tu vois, c'est un peu, je vais pas dire confidentiel, tu vois, parce que je crois que c'est un média assez important, et en général, quand ils donnent des interviews en Russie, c'est toujours à ce Sport Express. Ce média qui s'appelle Sport Express, mais peut-être qu'il se dit, voilà, ça va passer ça va passer crème parce que personne va relayer en France, et voilà. Incognito, tu vois, et je sais pas, du coup, est-ce qu'il s'est lâché en pensant que personne. Mais je veux dire, même en termes de communication, tu vois, clairement, tu sens que c'est pas maîtrisé, que le club a pas eu, je pense, son mot à dire sur ça, parce qu'à mon avis, ils auraient pas laissé passer un truc pareil, quoi, et l'autre, il s'est complètement lâché. Et je suis d'accord, pour moi, t'as parlé d'Ola, c'est très justement, en plus, parce que on sait, hein, la question de l'influence, de la pression des fois que peuvent mettre certains dirigeants, certains acteurs sur l'arbitre, c'est toujours très fort. Et on sait que c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer pour un être humain d'une manière générale et pour les arbitres. Donc ils ont le droit évidemment de faire des erreurs, ils ont le droit de se tromper, et certains pourraient être un peu plus pédagogues quand ils se trompent aussi. Et voilà, malheureusement, je pense que certains en manquent. Comme dit, tu parlais justement de ce côté un peu shérif, un peu, voilà, de façon d'être un peu de manière un peu montrer beaucoup d'ego. Et je suis d'accord qu'il y aurait quand même du travail à faire chez certains. Mais on n'est pas aux heures sombres. Mais là, on parle même pas d'Olas, mais on parle d'un président qui a dirigé notre dernier adversaire. On n'est pas aux heures sombres où il y a eu quand même des questions de corruption et de triche avérées. Tu vois, donc voilà. On peut pas dire. Enfin, c'est complètement débile de dire que un arbitre a envie de favoriser une équipe plus qu'une autre, qui a un complot. Voilà, c'est un discours on peut pas entendre. Et là, moi, là où je suis d'accord aussi, c'est on va encore se retrouver. Je suis content qu'il n'y ait pas eu de répercussions là sur ce match contre Monaco, mais j'avais très peur d'un moment où, tu vois, ça nous retombe sur la gueule. Je vois pas comment il n'y a pas un mec, comme tu disais, un mec un peu d'égo, à quel moment il n'y a pas un mec qui va se dire je vais me le faire, voilà, je vais me le faire, parce que ils en ont entendu parler, hein. C'est-à-dire, évidemment, tu vois, la sortie derrière, elle a fait tout le tour, hein, sur RMC, Foot Mercato, enfin tout a été relayé, hein. Donc les arbitres les ont vus. Il y a un moment où, tu vois, ils vont se dire, ah là c'est peut-être il fait une faute, un machin, c'est peut-être un jaune, jaune orangé, allez, je me le fais rouge, direct, bim, au revoir. Tu vois. Et là, tu te flingues. Et là, tu vois, tu dis même par rapport à l'équipe d'une manière générale, quoi. C'est pas que Golovin, c'est aussi, ça peut avoir des répercussions sur tout le club, toute l'équipe d'une manière générale, sur le niveau de performance, la façon dont peut-être tu es perçu, etc. Et ils vont se dire, ah ouais, donc les Monégasques, ils pensent ça. Ah voilà. Oui, ils ont bien check son but. Bah oui, ça, effectivement, oui. Pour le coup. C'était presque une dédicace.
Ils Non, ont mais oublié de mettre le synthé on peut. sur l'écran. Là, ils vont foutre les micros bientôt, hein, il me semble. Ils vont commencer à tester les micros. Je crois qu'il y a eu un essai là, Ça a déjà été fait. mais ça n'a pas été Ça a été concluant fait, encore. là Ouais, ça a Match pas de vendredi. ouais, ça n'a pas très bien Non, marché mais apparemment. ouais, mais Là, il parlait jamais, enfin, donc. on va. C'est le sujet, c'est pas. Enfin, c'est l'arbitrage et Golovin, mais clairement, le problème de l'arbitrage français, c'est qu'il y a trop d'opacité. Comme te dis, bon, la pédagogie, ils essayent de travailler un peu là-dessus, Mm. mais c'est surtout l'opacité. C'est de dire, un arbitre, il peut faire des conneries. Ça, il faut accepter. Ouais. Et ça, c'est ce que nous, supporters, ce que dirigeants, joueurs doivent accepter. Mais un arbitre, c'est la loi, c'est le truc, c'est le mec qui te tient tout en place. Et donc, il y a un vrai respect. Mais par contre, de leur côté, il faut que la communication soit ouverte. C'est-à-dire, si tu fais une connerie, il faut qu'on soit consciente. Et je pense que les micros, ça aide beaucoup au rugby. C'est pas pour rien qu'ils essayent. Ils voient ce que ça fait au rugby. Et pareil, moi je le vois, je suis assez gros fan de hockey. Toujours quand il y a une décision au hockey, c'est au micro, on vous dit pourquoi on a refusé le but, pourquoi il y a faute. Là, il y a des vérités dans ce que dit Golovin, évidemment. Et j'ai vu sur le chat, certains disent c'est pas complètement faux. Évidemment, et le fait de refuser un but et de pas dire pourquoi, je sais plus si c'était vrai ou pas exactement, mais en tout cas, ça devrait pas exister. Mais voilà, c'est pas son rôle. J'espère que l'arbitrage français va vers plus de communication ouverte. Je pense que les micros, c'est une bonne solution. Même si ça n'a pas été concluant, j'espère qu'ils vont se dire, bon, on n'est pas encore trop habitué, on va le faire. Et puis, ça va permettre d'entendre tout. Les joueurs, les arbitres, c'est très bien d'entendre tout le monde. Pourquoi il y aurait besoin d'avoir une omerta, de cacher tous ces trucs-là? Non, au contraire. Et que les choses soient claires et qu'on comprenne que c'est humain, qu'il y a En des plus- erreurs qui peuvent être faites. En plus, l'intervention, elle se fait à un moment où tu peux pas non plus trop te plaindre de l'arbitrage, quoi. Parce que, bon, déjà, t'as tout qui te réussit sur les scénarios du match et tout, et où t'as des décisions qui ont plutôt tendance récemment à tourner en ta faveur. Alors oui, effectivement, lui, il prend cet exemple du match contre Marseille, du but refusé. Voilà, je suis d'accord que, bon, bah, c'est vrai que ce but-là, même nous, on se dit quand même, je pense que on aurait ça aurait pas été un scandale qui soit accordé, même si on comprend pourquoi il ne l'a pas été. Mais t'as quand même eu des décisions effectivement pas très favorables à une période, mais je pense que tout ça, c'est aussi un engrenage, quoi. C'est parce que c'est la confiance que tu dégages. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent, à mon avis, par rapport à la confiance que tu dégages, dans l'attitude, etc. Et peut-être que inconsciemment, un arbitre, comme tout être humain, ressent ça, mine de rien. Et ce qui fait que bah, il peut siffler plus ou moins d'une certaine manière parce qu'il a le sentiment que voilà, un joueur qui est en pleine confiance, bah, peut-être que déjà il arrive un peu en avance sur un contact, sur un duel, peut-être que voilà, donne le sentiment de voilà d'être plus costaud dans le duel, d'être voilà, d'avoir raison entre guillemets, et peut-être que ça se ressent aussi, tu vois, c'est des questions entre guillemets d'alchimie, peut-être que de chimie, tu vois, dans le ressenti, etc., de ce qu'on dégage. Donc voilà, Monaco, c'est une équipe qui est super en confiance, et donc de cette confiance, ça donne aussi peut-être un arbitrage, je ne vais pas dire plus favorable, mais en tout cas avec des décisions qui vont un peu plus dans notre sens que sur les dernières semaines où justement bah, tout allait à volo, rien ne fonctionnait, et où tu avais même des décisions qui étaient à chaque fois contre toi presque. Donc voilà, je trouve que sur le timing du truc, globalement, franchement ça va, quoi. On n'est pas à plaindre sur les dernières semaines, quoi. Mm. Patrice, toi t'en penses quoi de la sortie de Golovin? Non, bon, comme j'ai dit, quoi, c'était pas du tout mal de le faire juste en plus avant le choc contre Marseille. Heureusement, ça fait toujours pas inquiété aussi peu, donc c'est quand même un très bon arbitre. Généralement, avec lui, on n'a pas trop de soucis, quoi. Et comme tu dis, ouais, avec d'autres arbitres, je pense que ce serait beaucoup moins passé et qu'ils en auraient bien profité pour l'allumer. Mais après, c'est encore le cas, à mon avis, possible sur les prochains matchs, hein. Ouais. Il vient à faire des mauvaises sorties. Après, je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je fais la notation de l'arbitre depuis 2016 maintenant. Généralement, dans la fin de la saison, tu tournes avec une moyenne des arbitres français qui sont à 5,6, 5,4 de moyenne. Là, je viens de regarder la moyenne cette année, pour l'instant, on a 4,6. Donc, il y a clairement un énorme écart. C'est-à-dire que c'est pas que, je veux dire, c'est la notation sur nos matchs, pas des joueurs monégasques, hein. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément en notre faveur aussi. Ça peut être aussi en faveur de l'adversaire, comme contre le PSG, où clairement, tu as une énorme faute d'arbitrage en notre faveur, en mettant pas un carton rouge à Camara, quoi. Mais cette saison, je regarde les matchs, il y en a énormément où franchement, oui, l'arbitrage il a été très mauvais sur nos matchs, quoi. Même récemment, hein, typiquement le match contre Lyon.
Et je vais pas dire que M. Le Texier fait un bon arbitrage sur ce match aussi. Hein. Pourquoi ils ont dit, tu sais pourquoi ils ont dit que c'était pas concluant les micros, Damien? Non, bah, je crois, c'est ce que dit Pat, hein, il parlait pas, je crois. Donc, Ah, De ce que j'ai lu, moi, c'est qu'en Ouais. fait, il a quasiment jamais parlé pendant tout le match, donc au final, ça t'a rien apporté. Quoi. Ouais, Après, ouais. peut-être que le match ne s'y prêtait pas aussi. Hein. Ils ont donné le micro au mec muet. Voilà, il y a un muet. Écoutez, du sur moment que la tu lui mets un ligne. micro, clairement, qu'il va pas parler, il va le faire le moins possible pour pas dire de conneries. Mec, Quoi. il avait pas Pourtant, envie tu le d'être- vois qu'il y a plein d'arbitres qui parlent. il avait pas envie Ouais. d'être Ah, c'est sonorisé, vraiment il s'est dit, débile. bah, je parle pas. Non, mais ça, c'est typiquement, alors la Ligue française, typiquement le genre de truc. On lui a dit non, fais vraiment attention à ce que tu dis là. On va te mettre le micro, mais fais attention. Le mec a pas parlé. Et hop, voilà, super essai. Mais c'est vrai que souvent, c'est ce qui se disait, parce qu'on avait eu déjà des arbitres sonorisés sur la Coupe de la Ligue. T'en parlais justement, Flo, de la Coupe de la Ligue. On se rappelle Oui, non, du mais c'est fameux toujours vous, des- vous c'est voulez un toujours des- soin Oui, vous voulez un soin. Mais c'est toujours des one-shot. Il y en a marre, j'ai juste Oui, mais c'est vrai que du coup, c'est souvent ce qu'il disait, c'est que avec le micro, certains avaient peut-être tendance à avoir un discours un peu plus policé, faire plus attention justement, et que du coup, ça pouvait tant aussi mieux. un petit peu nourrir. Tant mieux. Et les joueurs aussi vont être plus policés parce qu'ils veulent Oui. pas, tu vois. Donc tant mieux. Tant mieux. C'est ouvert, mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Nous, on entend. Alors, vous dites ce que vous voulez. Non, c'est ce qu'il leur faut. Faut arrêter de tâtonner. Je pense qu'il y a sûrement des couillons de la Ligue qui mettent des freins et des bâtons à ces trucs-là. Mais il y en a marre, des one-shots. Tu as raison, ils ont déjà fait ça dans les années passées. Là, ils nous le pondent cette année. On va essayer. Ben, c'est Après, bien beau c'est d'essayer, mais un vas-y budget maintenant. aussi. Hein. Je crois que j'ai. Ah, ça Oh, va, que c'est- s'il te c'est plaît. comme mettre la VAR S'il ou te comme mettre plaît. 600 la 000 vidéo euros, Belgique, ça. Mettre un micro sur un. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, mais je crois Non, que non. je crois que ça parlait d'un coût de je sais pas, de 600 000 euros, quelque chose comme ça. Je sais plus. Non, bon, en tout cas, je crois pas que ce soit très recevable comme excuse, ça. Ça sent l'excuse. Enfin voilà. Aujourd'hui, des micros il y a des excellents micros, ça coûte de moins en moins cher, ces trucs-là, des petits micros. Bah écoute, en tout cas, je regarde un peu, là, je viens de chercher un article du 11 janvier 2025, trop coûteuse pour la LFP, la sonorisation des arbitres ne devrait pas voir le jour. Voilà. Non, mais et le top 14, ils sont 10 fois plus Et blindés que dans le l'obligation foot. l'effet n'a pas pu signer sur les demandes financières requises 600 à 700 000 euros pour mettre en place le système prévu. Alors c'était l'an dernier. Ils font comment le top 14, tu m'expliques? Ah, bah ça je sais pas, après ils ont peut-être Ils sont un riches comme président, Crésus? non mais ils ont peut-être un président qui prend un salaire moins important, je sais pas. Bah voilà. alors, bah, Voilà, c'est ce que dit Salo, un certain Labrune n'a qu'à baisser son salaire. C'est vrai que ça doit être quoi, 2 mois de salaire pour lui avant la baisse. Mais Ah, ils ont qu'à piéger dans les droits de télé, quoi. C'est bon. Il y a de la marge. Bah oui, alors là, le budget, ça fait aucun sens hein, de dire Bon, ça. écoute, Et Au lieu de je donner sais bien 5 à que tu 6 l'as millions dit, à hein. chaque club, qu'ils les gardent, quoi. Ouais. Et puis ça après, quoi. enfin voilà, en tout cas j'espère que cette sortie ne va pas nous desservir. C'est très clairement le point le plus important en tout cas. Et puis ouais, je pense que j'ai l'impression. Après, je sais pas ce qu'en pensent un peu les gens dans le chat. J'ai vu quand même pas mal de gens quand même relever qu'il y a aussi ce vraiment sentiment chez tous les acteurs, chaque club, de se sentir un peu se sentir lésé tout simplement. Mais en même temps, quand je vois aussi dans la publication de l'article sur les réactions sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Golovin, j'ai l'impression quand même. Alors après, est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que c'est l'effet Twitter qui a un côté amplification, et que c'est souvent ceux qui les plus contestataires, on va dire, qui ont tendance à s'exprimer avec le plus de force. Mais j'ai eu l'assentiment quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec Golovin, qui disaient qu'il avait raison, que oui, les arbitres étaient contre Monaco. Donc voilà. Je sais pas trop ce qu'en pensent les gens dans le chat, là, si peut-être certains sont plus... Après, personnellement, je pense pas que les arbitres sont contre Monaco. Je pense plutôt que Bah c'est le non. niveau de l'arbitrage cette année qui est beaucoup plus bas, quoi. Franchement, quand tu regardes l'arbitrage sur les autres matchs, il y a tous les week-ends, tu as des cas qui sont vraiment incompréhensibles. Et les mêmes actions ne sont pas jugées du tout de la même façon par les arbitres. Ouais, Et ça, je c'est un parle pas vrai des problème petites aussi. situations, je parle vraiment sur les énormes semelles ou les coups qui sont donnés très très haut, sur les mains. Et
c'est jamais la même chose qui est donnée. Et donc, du coup, tu as l'impression que tu te fait léser. Ou, Bah, F4 nous et dit, nous on a donc, l'impression non, que c'est pas l'arbitrage est Monaco, très c'est souvent vraiment contre général. nous. Oui, mais après, Non, mais après le problème, c'est t'es aussi... mono point de vue. Après, quand t'es Ah oui. supporter d'une équipe, il faut moindrement se reconnaître ça. Donc voilà, comme le dit Pat, l'évaluation des arbitres, c'est ce qu'on a de plus objectif, et c'est clair qu'on a des arbitres trucs. Honnêtement, je sais pas si c'est le sujet. Oui, on peut parler de l'arbitrage et trucs, mais le sujet, c'est aussi de dire que Golovin, c'est pas ton rôle, quoi. Ah oui, Et clairement donc, pas. donc le fait que les gens sur Twitter disent il a raison, très bien, mais enfin peut-être il faudrait revenir au premier point pourquoi est-ce qu'il ouvre et pourquoi lui surtout en plus, euh, qui est vraiment c'est pas le mec le plus diplomate avec les arbitres depuis toujours, quoi. Non, c'est clair. Donc Bah, Non, parce qu'il les il est en répercussions, elles Russie, il seront a pas là, hein. l'attaché de com avec lui, quoi. Ah non, mais les répercussions, elles seront là. Je pense que, en tout cas pour Golovin, personnellement, les répercussions, il y en aura. De quel ordre, j'en sais rien, mais ouais, on oui, verra. bah, voilà, c'est vrai que espérons quand même que ça ne vienne pas entacher la fin de saison et notre belle dynamique. Bon, déjà, il n'y en a pas eu contre Marseille, c'est là que j'avais un peu peur aussi, honnêtement. Mais bon, ça s'est bien passé à ce niveau. Donc, mais oui, effectivement, il va falloir être vigilant. En tout cas, ah oui, il y a eu une petite conséquence. Après, là, la faute, bon, c'est Camara, la faute est débile, hein. Ça, clairement anti-jeu, mais dès la 8e minute de jeu, hein, Camara qui prend le jaune pour une faute en retenant Gouiri. Camara sera suspendu contre Auxerre. Voilà. Petite info aussi qu'il fallait mentionner. Auxerre, en tout cas, c'est dans 15 jours. Ce sera le prochain match au Stade Louis II. Par contre, le prochain match, il arrive vite, messieurs, puisque ce sera le Paris FC. C'est vendredi. Match 19 heures. décalé, on se rappelle, voilà, match décalé parce que la Ligue s'est rappelé qu'il y avait le marathon de Paris le dimanche 12 et que pour des questions d'organisation, c'était mieux de faire ça le vendredi. Donc bah, ça veut dire qu'il va falloir bien récupérer aussi Marnès Akliouche qui est sorti avec une béquille en boitant aussi pas mal à la fin du match. Bon, lui, il va être, voilà, on va le mettre un petit peu dans le formol pendant les prochains jours, Bon, pas trop typiquement s'entraîner. un match où il va être sur le banc et qu'on va sortir un Adingra ou un Fatih. Fatih, peut-être, ouais. Ouais. En tout cas, il y a peut-être une petite revanche contre le PFC, messieurs, parce que là, le match aller, on s'en souvient. Match qui nous avait pas du tout réussi. Et premier match de l'entraîneur, hein, de Poco, Non. il me semble. Hein. C'est pas son Non. premier? Non, Oui, c'était contre Angers. Le 18 octobre. Non. Pardon, alors. Par contre, c'est vrai que là, je fais un petit, parallèle entre guillemets, c'est que ce match contre le PFC à l'aller nous avait cassé une série d'invincibilité à domicile en 2025 en Ligue 1. J'espère que ce match retour ne va pas en casser une autre. Voilà. Dis ça, je dis rien après. Parce qu'évidemment, 7 victoires d'affilée, donc on n'a pas envie que ça s'arrête. Donc on espère que c'est pas le match qui va nous coûter aussi la fin d'une belle série. Sachant qu'eux aussi, ils sont sur une petite série, quand même, parce que j'ai regardé. Sur les 11 derniers matchs, ils n'ont qu'une seule défaite, quand même. Alors, je lance. Sur 11 Ligue 1. matchs, une défaite, Ah, ouais. Oui. Ouais. J'avoue que je suis pas remonté aussi loin. Donc 9, moi j'étais plutôt. Ils perdent à plus le Lens. Ouais, Perdent à enfin, Lens, c'est tout. Après, c'est que beaucoup de matchs nuls, hein, quand même. Oui. Il y a une équipe qui encaisse pas forcément beaucoup de buts. En tout cas, effectivement, il n'y a pas de défaite sur les 6 derniers, mais 2 victoires seulement. Mais ouais, c'est. Ouais. Camboire est arrivé quand déjà, vous savez? Je sais pas depuis combien de temps il est. Fin février. Fin février, donc du coup c'était. Peut-être que ça commence avec contre Toulouse. Hein. Ça démarre avec 21 il février, nul contre Toulouse. Derrière, victoire contre ça. Nice. Il n'a pas perdu alors. Ouais, il n'a pas perdu, il a gagné 2 matchs. Ouais. Ah. C'est vrai que il va falloir se méfier, hein, je pense aussi, pareil. Mais c'est vrai que c'est pas une équipe qui est impressionnante. Je pense que c'est une équipe qui a l'air assez casse-couille à jouer, ça c'est clair et net.
C'est pas une équipe qui est impressionnante, même offensivement. Genre, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de mal à marquer des buts, je trouve. Voilà, c'est pas très. Ouais, enfin, le genre de joueur. Simon, Ouais. ça a toujours été un joueur qui nous a jamais. Ouais, ça on peut. l'a jamais adoré. Hein. Non, c'est clair. Déjà, quand il jouait à Nantes, il nous relaie dessus. Mais pour ce autant, genre ouais. de Et d'ailleurs, il de fait pas, faux-follet il un fait pas peu. une super saison, hein, parce que je me souviens quand Boiré arrive, Ouais. il lui met un petit tacle, enfin pas non plus un énorme tacle, mais il lui dit moi, Simon, je l'aime bien parce que je l'ai eu à Nantes et tout, mais il joue comme il a joué jusqu'à présent, j'en fais pas un titulaire non plus. Enfin, il lui a mis un petit coup de pression en disant qu'il fallait qu'il soit un peu mieux que ça, quoi. Qu'il soit un peu plus performant. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas non plus. Voilà. Après, oui, là, il avait marqué contre nous, ça, le but de la victoire, ça, c'est clair que. Voilà. Ça, c'est pas. Non, mais on l'a dit, hein, les aussi, premiers. Les prochains matchs, ça va être des vrais tests. C'est là, nos vrais tests, ils sont là. Et ça arrive. Le PFC, c'est un vrai test pour nous. Ça va être la C'est pas bagarre. pour rien qu'on perd. Hein. Ça va être la bagarre. Ça correspond aussi avec le retour de Pierre Lesmelou au milieu de terrain. Depuis qu'il est titulaire, ça, ils ont plus perdu. Ça aide aussi d'avoir un joueur comme ça au milieu de terrain. C'est vrai. Ouais. Il est pas mal bon chez eux, ouais. Détestable, mais bon joueur, ouais. Maki Lopez, ça fait un bon milieu quand même. Ouais. Alors pour le milieu de la Ligue 1, je parle pas. Ouais, pour une équipe comme le PFC. Mais ouais, non, ce sera pas un match forcément ça. Mais c'est pas celui qui me fait le plus peur. Moi, j'ai plus peur quand même du match contre Auxerre où clairement là, on va jouer contre un autobus, quoi, à 2 étages. Je suis pas. C'est pas le. Non, pour le coup, je. Les capacités de contre d'Auxerre versus les capacités de contre du PFC, moi, quand même, c'est plus là où je l'ai. Parce que les deux vont quand même jouer un peu derrière. Hein. Mais je vois plus le PFC essayer de faire un peu le jeu quand même. Ouais. Peut-être un peu plus de joueurs. Je sais pas, Pélissier, pour moi, c'est quand même un mec qui a envie de faire jouer ses équipes plutôt que Camboire, hein, je trouve. Et là, on voit, ils font que des nuls quand même. Mais après, voilà, c'est. Après, on sent qu'il y a un renforcement des bases quand même. Ouais, mais après, voilà, c'est là, comme dit F4 Dekmas, c'est que Auxerre, là, ils jouent pour leur survie. Pour l'instant, ils sont barragistes. Nantes a un match en moins, mais bon, je crois qu'ils peuvent pas revenir à égalité parfaite si jamais ils venaient à battre le PSG. Bon, a priori, il y a de la marge, hein. Mais voilà, ils ont 7 buts d'écart. Ils ont quand même il y a 5 points d'écart. Après, Auxerre est qu'à 4 points de Nice, qui est clairement sur une série bien dégueulasse. Donc ils peuvent essayer d'y croire. Hein. Clairement, ça va être un match au cordeau là. Hein. Clairement, ça va être l'objectif de venir chercher un point et profiter de contre-attaque. C'est vrai que j'ai plus peur du match contre Auxerre. Non, les deux sont. PFC, ça va. Les deux sont mauvais. De toute façon, c'est tous ces petits matchs-là qui arrivent, à part peut-être Metz qui a probablement rendu un peu l'âme, mais. Bon, on a vu qu'on ira les jouer, ce sera déjà. J'aurais dit Nice barragiste, je rigole. Je pense qu'on serait beaucoup à rigoler, à mon avis. Ouais, enfin là, on devrait plutôt être supporter de Nice pour que le gap augmente la prochaine journée, notamment. Parce que si le gap augmente encore plus, 4 points, c'est quand même considérable. Si jamais ça augmente encore plus, peut-être que ça peut leur mettre un coup dans l'aile. Ce serait pas mal qu'ils se rapprochent pas. Imaginons, ils se rapprochent à 1 point de Nice. Nice perd, eux gagnent la prochaine journée. Là, on est mal. Après, je préfère voir Auxerre se maintenir que Nice. Sachant qu'ils jouent contre Nantes. Auxerre. Ouais, mais bon, si c'est au détriment en tout cas. Et Nice joue contre le Havre, donc oui, c'est vraiment que des chocs entre les derniers. Quoi. Ouais. Ouais, Nice gagne, c'est le Havre du coup qui va apprendre. Tout à fait, Nice joue le Havre. Ça changera pas grand chose pour Auxerre au final, parce que du coup, si Nice gagne, c'est Auxerre. Sachant que Auxerre et Nice s'affrontent à l'avant-dernière journée. Il va y avoir des trucs. Auxerre a quand même un gros calendrier. Hein. Là, ils jouent Nantes, mais après, ils vont jouer. Après Monaco, ils joueront Lyon, ensuite Angers, Nice et Lille. C'est pas simple du tout, hein, ça. Mais ouais. Donc voilà, après je sais pas. Comme dit Dekma, avec énormément de sagesse, c'est à nous de faire le taf. Exactement. Exactement.
Et On va c'est te référer au club et c'est pour ce qu'a coach mental. et c'est ce qu'attend sans doute Tu veux l'entraîneur. un vrai calendrier? Je te donne celui de Toulouse, moi, si tu veux. Il y a Lille, Lens en Coupe de France, Monaco, Strasbourg, Lyon. Et ils finissent par Nantes. Mais ils se tapent tous les Européens là d'un coup. Bon, en tout cas, je pense que c'est sur ces bonnes paroles à nous de faire le taf qu'on peut conclure, n'est-ce pas? Mm. Ah, les pronos, Tout à les fait. pronos. On a oublié les pronos. On Ah, en j'ai a mon fait, prono, c'est bon. Pat, tu as fait des pronos la dernière fois? J'étais pas là la dernière fois, je Ah, t'ai t'étais dit, pas tout à là? l'heure. Bon, bah très bien, bon, personne s'en souvient. Voilà. C'est pas grave. Du coup, on va faire des pronos pour PFC alors. Ah, Et moi, je vais prendre 0-1. Je vais prendre la Ah revanche merde, parfaite. c'était mon prono ça. Ah. Et qu'on avait gagné que d'un but. Ah, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Bah, ça peut être on peut doubler, hein. Non, mais après non, vas-y. Mon prono ce sera que Akliouche ne sera pas titulaire. Ok. Moi, je vais pronostiquer un but de Simon Adingra. Voilà. Demi-point s'il fait une Faudra passe. réfléchir s'il y a des mecs qu'on veut récupérer quand même dans tous ces prêts. Ils ont tous des options d'achat. Faudra un jour, ça pourrait faire l'objet d'un débat futur. Quelle option d'achat on lève? Est-ce qu'on n'enlève aucune ou bref? Oui, tu parlais de Fess et Adingra. Ouais. Oui. Fess, Adingra, Fati. Fati, On en a ouais, bref, je pense que déjà Fati, salaire, tu peux déjà oublier. Adingra, Oui, prix voilà. élevé, ça va être compliqué à voir selon les ventes. Woodfuss, c'est possible. À voir après. Financièrement, je c'est crois pas que- une opération très risquée, très clairement, parce qu'on est entre 5 et 10 millions. Je pense que même C'est même 8 plus, millions, entre hein, je 5 crois et quand 8, même. ouais. Hein. C'est 8 millions. Oui, c'est même pas 10. Donc oui, c'est pas si élevé, c'est pas un si gros risque au final. Mais bon, après, est-ce Préfère qu'en pas acheter termes... un bon gardien en devenir. Pour moi, Fess, on va la lever parce que du coup, on aura besoin de défenseurs la saison Fuss. prochaine. Et qu'on sera pas sûr Pas de ça. Fuss. Ouais, Fess, ouais. Bon, du coup, on Et- aura et- déjà fait le Et débat. Voilà. c'est Pavel Schultz aussi. Pas Soul que. J'ai retrouvé les pronos. Du coup, Erwan, Ah. c'était un carton rouge dans le match. Moi, c'était victoire par 2 buts d'écart. Ok. Et Adrien, c'était 4 buts plus. Eh ben c'est parfait, c'est un tout pile. Alors, bien. un magnifique 0 sur Ah 3. ouais. C'est parfait. Carton vide. C'est notre habitude, hein, de toute Ouais. façon. On dirait moi avec au loto avec mamie. Voilà. Bon, bref. Et Bon. on finit sur une anecdote. Non, c'est pas vrai. J'ai jamais rien gagné, par contre, cela dit, ça c'est vrai. Mais bon, on joue pour s'amuser, hein, évidemment. Bon, en tout cas, merci Pat et merci Flo pour cette émission. Merci à tous ceux qui étaient avec nous dans le chat pour nous tenir compagnie. Donc, on vous donne évidemment rendez-vous lundi prochain pour analyser évidemment le match du PFC et puis certainement d'autres sujets encore qui viendront compléter cette émission. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur Twitch encore. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur YouTube et sur Spotify en podcast. Salut à tous et Dagemunigu. Ciao, ciao. Et bisous.